Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation pour discuter, une discussion qui est un peu double. Évidemment, il y a un objet législatif qui est sur la table, qui est celui du projet de loi. Alors au départ, c'est le projet de programmation des moyens de la justice, qui finalement se retrouve avec un texte qui est hyper large, qui discute à la fois de la procédure pénale, de la procédure civile, du sens de la peine. Au départ, on nous avait expliqué qu'il y aurait plusieurs textes qui formeraient un ensemble. Finalement, c'est un peu du tout en un qu'on nous propose. A priori, d'ailleurs, on a un peu le temps de la discussion, puisque le texte devrait arriver à l'Assemblée. Pour l'instant, il est au Sénat, il devrait arriver à l'Assemblée à la prochaine session, donc septembre, octobre. Donc ça nous laissera un peu le temps de voir ça. Et il y a une deuxième partie de la discussion qui est pas d'ordre législatif, que je voudrais avoir avec vous sur la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Puisque pour moi, c'est essentiellement de l'organisation interne au ministère, du réglementaire, si on peut dire ainsi, voire même de l'organisation pure, des éléments de doctrine, de comment vous percevez ça, la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Quels sont les aspects que vous trouvez positifs, quels sont les grands oubliés, pour vous donner un peu mon sentiment en préambule. C'est que j'ai été étonné au départ de ce qu'a dit le ministre, Gérard Collomb, en disant il est hors de question de refaire la police de proximité. Et que la police de sécurité du quotidien, les premiers éléments qu'on a eus, c'était surtout ne refaisons pas la police de proximité. Je pense qu'il y avait une logique un peu politicienne derrière ça, pour le coup, de dire police de proximité égale la gauche égale laxisme, donc on va changer de mot. On va changer les mots, mais on va sensiblement faire ce qui était fait avec la police de proximité. C'était ce que je pensais au départ. Finalement, en me renseignant notamment par le biais des centrales syndicales, des syndicats de police, les retours que j'avais, c'est le ministre dit « je pars d'une feuille blanche ». Ce qui est de nature à me faire un peu peur et en même temps me rassurer. Me faire peur, c'est de se dire que je pensais que les gens qui nous gouvernaient avaient une idée avant d'arriver au pouvoir de ce qu'ils voulaient faire. Ça, c'est pour le côté, ça fait peur. Et pour le côté, ça rassure, c'est tant mieux, au moins on part d'une feuille blanche. Il va peut-être pouvoir ressortir de ça des choses intelligentes et opérationnelles qui puissent être mises au service à la fois de la doctrine des policiers et puis surtout au service de la population, des citoyennes et des citoyens. Macron avait un programme, malgré tout, même si le ministre l'a pas lu. Ouais, alors, donc, mais sur la police de sécurité du quotidien, c'est quand même un peu léger. C'est quand même, c'est des éléments de langage. Tu sais qu'il a rédigé le programme. En partie, Gilles Sanson. Oui, c'est ça. Ouais. C'est intéressant parce que c'est Gilles Sanson qui était directeur de la police au moment où, sous Chevènement, avait été mise en place la police de proximité. Bon, il a évolué sur la doctrine, mais c'est intéressant. Les éléments de langage sont très forts, en fait. C'est pas, justement, c'est très structuré. C'est pas présenté d'une façon très une thèse. Et en fait, tous les éléments clés sont annoncés par Macron. Si on lui disait est-ce que tu as tenu tes promesses, Emmanuel, il dirait, il ne pourrait pas dire oui. Parce qu'en fait, si on prenait sérieusement ce qui a marqué dans le programme, c'est des engagements en fait qui sont très forts. Mais moi, j'ai tout de suite, d'emblée, dès le début de la mandature, été un peu offensif avec le ministre en lui disant bon, si vous voulez mettre en place la police de sécurité du quotidien, appelez-la comme ça, si vous voulez pas dire le mot proximité, mais si vous voulez améliorer la relation police-population, déjà, ce serait bien que ce soit marqué noir sur blanc dans toutes vos diapos quand vous présentez la PSQ que c'est un objectif en soi. Parce que les premiers éléments communicationnels du ministre, il n'y a aucun moment donné, c'est marqué que c'est ça l'objectif. Dans la présentation verbale, clair, oui. Mais même dans la présentation verbale un peu limité, quoi. Qui a eu lieu aux Invalides, je ne sais pas si vous y étiez, mais c'était intéressant parce qu'on voit qu'on n'est pas du tout dans la reprise d'un discours prioritaire à la population. Il y a un discours très clair aux policiers, je vous ai compris, et je dirais qu'il est indispensable parce que ils sont très sur les nerfs un peu, etc. Ça fait partie du boulot du ministre de l'Intérieur, mais cet axe n'est pas du tout souligné à quasi aucun moment, ni dans les slides, ni dans les
ni dans le discours, les annonces fortes, les points forts. Moi, je trouvais que... je sais pas si enfin, on en parlera peut-être plus sur le fond de façon plus structurée. Disons qu'il est dilué dans beaucoup de choses. Ouais. Et puis, deuxième élément qui, moi, me semblait structurant dans la police depuis l'époque Sarkozy, depuis la mise en place de la doctrine de réaction ou de projection, c'était le corollaire étant la politique du chiffre, pour vérifier qu'il y a une efficacité policière, etc. Et de dire au ministre, si vous maintenez la politique du chiffre telle qu'elle est là, vous avez beau dire tout ce que vous voulez de proximité, etc., un des moyens d'aborder le sujet. Il dit non, mais il n'y a plus de politique du chiffre, les chiffres aujourd'hui sont fiables, le NDRP a fait un beau boulot, voilà, mais je crois qu'il n'avait pas compris la question, l'interpellation. Et finalement, il y a 2 mois, quand il a fait son entretien au Monde pour expliquer un peu plus en détail ce qu'était la PSQ, là, il reprend un certain nombre d'éléments de langage où il dit terminer avec la politique du chiffre, on va faire plus proche du terrain, on va laisser une marge d'autonomie aux policiers, on va mettre en place des questionnaires de satisfaction, enfin des choses qui pouvaient être assez similaires avec ce que nous-mêmes on a pu porter dans notre livret. Un entretien qui a sûrement fait l'objet d'une relecture attentive. Oui. Et qui a été très travaillé. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit ça. Parce qu'il y a un décalage entre les annonces diverses et variées, et là, une pensée très bien structurée, bien organisée, avec des références justement à ces éléments-là. Et c'est assez complexe. Donc, oui. Pour moi, le programme, il est là, il est dans ce entretien du Monde, parce que je le vois nulle part, enfin, pas le programme actuel, enfin, pas le programme de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc voilà, avoir votre sentiment sur ce qu'il y a dans le texte de loi à venir, simplification de la procédure pénale, etc., on entend beaucoup de choses en la matière, et puis mise en place de la PSQ concrètement, y compris en police et aussi en gendarmerie. C'est peut-être un secteur que vous regardez moins, mais... Oui, je pense. Et est-ce que vous êtes associé par ailleurs en tant que laboratoire de recherche? Puisque le ministre avait aussi dit dans son entretien au Monde que on a été consulté. C'était que là, il y avait une association avant, pendant, après. On a été consulté, mais je veux dire, on a rendu un certain nombre de papiers, on a été consulté verbalement. Nous, au CESDIP, on a rendu un certain nombre de fiches pour faire du prêt à utiliser rapidement, traduit en langage un peu administratif. On peut dire qu'on ne voit pas tellement la marque dans les réflexions, les écrits. Je ne sais même pas si ça a été lu. D'ailleurs, la personne qui était responsable à l'époque du dossier n'a plus le dossier en charge. Le chargé de mission, je me retrouverai son nom, mais etc. Donc, général de l'administration. Non, inspecteur de l'administration. Mandard, monsieur Mandard, quelque chose comme ça, qui était porteur du dossier, qui commençait à lire. Mais bon, je dirais que c'est une figure récurrente. On voit des types qui s'investissent dans les dossiers, qui commencent à lire, qui les prennent en main, puis au moment où ils commencent à être bien socialisés à notre façon de voir, généralement, on les met sur un autre dossier. Enfin bon, il y a plusieurs... Sciences Po Grenoble, c'est pareil, en fait, c'est la même configuration. On a été sollicité, puis moi j'ai répondu, je veux dire, c'est tout à fait logique. Bien sûr, c'est le service public. Voilà, qu'on peut avoir l'occasion, au bout de 50 ans de recherche, de dire 4 phrases, on est content. Donc c'était, bon, c'est important maintenant. On se demande. Moi, je pense que c'est déterminant. Voilà, ça peut servir. Donc, mais ensuite, c'est vrai que on peut trouver des échos, si on veut, dans les déclarations, mais dans tout ce qui est effectivement la communication officielle, interne, telle qu'elle a été annoncée, on ne retrouve pas non plus de correspondance. Voilà. Et il n'y a pas eu de mise en place, à ma connaissance, mais là c'est peut-être vous qui savez mieux, de dispositif de suivi. Je te l'aurais dit, parce que j'en avais parlé. Oui, mais voilà, franchement, s'il fallait faire un dispositif de suivi, il fallait qu'on mobilise plus que nos forces propres. Donc l'idée était d'appeler plein de gens, je t'en avais parlé un petit peu. Donc l'idée, enfin, là aussi, c'est parce qu'il y a les résultats de la recherche, les choses à ne pas faire, éventuellement quelques guidelines, mais l'important est aussi l'accompagnement, on en reparlera pour le ministère de la Justice, mais l'accompagnement à la mise en place. Or là, peut-être ça nous envoie déjà sur le sujet un peu plus fond, et c'est le vieux dada de l'évaluation, enfin c'est pas qu'un dada, ça devrait être pris en compte depuis 91, on en parle en France et on n'en fait pas, enfin en tout cas on fait pas une évaluation, ça s'est traduit par l'évaluation chiffrée, donc on rejoint, mais la difficulté au-delà de ça, c'est on a des annonces, etc., mais moi j'ai l'impression que se rejoue. Et après, vous me direz si vous êtes d'accord, mais se rejoue pour la police de proximité ce qu'on avait déjà vu sur les ZSP, c'est-à-dire ce que vous avez très bien dit, c'est l'aspect feuille blanche, on va faire remonter plein de choses du terrain, mais en même temps, il n'y a pas tellement d'impulsion.
Donc, on voit moi j'ai vu les DDSP après la fameuse intervention où ils ont tous été convoqués là aux Invalides. Ils savent pas trop, on leur dit trouvez-nous des expériences nouvelles et lancez ça. Mais évidemment ils se méfient parce qu'ils savent que si c'est pas l'expérience qui va dans le bon créneau, il va y avoir des retours de bâton. Donc il y a l'exemple de Strasbourg qui est sans arrêt mis en exergue, etc. et qui est peut-être très bien. Il y a un peu l'histoire du 19e ou 20e arrondissement de Paris. Bon, mais sorti de ça, ils vont bricoler des trucs et on est dans quelque chose sur le terrain qui pour l'instant m'apparaît assez peu. On va produire un discours officiel et puis des gens sur le terrain, des directeurs départementaux qui vont sortir l'expérience qui va bien. J'ai mis en place la rencontre machin et c'est pas très profond quoi. Mais c'était la même chose sur les ZSP, me semble-t-il. Enfin, je parle pour les gens. Non, enfin, du coup, on part un peu dans les. Bon, moi j'avais prévu de parler une petite dizaine de minutes là, comme on avait prévu. Je vais dire littéralement à ce moment-là. Sur effectivement, moi, ce que vous parlez sur les échos partiels et partiaux que j'ai, c'est vrai que on n'a pas l'impression que les directions générales relaient auprès de la police et de la gendarmerie des demandes suffisamment claires et relaient même cette idée d'une philosophie tournée vers l'usager. Voilà, je n'ai pas l'impression que ce soit relayé, pour ce que j'en sais par le bas de la chaîne, patron des groupements des DSP, ce n'est pas des échanges représentatifs ni rien, c'est des contacts informels. Voilà, il y a le même sentiment, en fait, il n'y a pas de demande claire et c'est très difficile pour des directeurs qui prennent des risques en fait en créant des choses nouvelles. C'est très difficile d'aller dans un sens dont ils ne savent pas ce qu'il est. Et il n'y a pas de tradition en France d'une invention locale et même de système coopératif d'invention locale qui remonte. On ne connaît pas ça. Ça pas en matière de sécurité. Voilà. Donc voilà, c'était... Juste peut-être un point pour préciser, je pense qu'il y a une politique différente au niveau des directions de la police nationale et des directions de la gendarmerie nationale, ce qui ne se traduit pas forcément par une meilleure prise en compte sur le terrain, mais au moins dans la gendarmerie nationale, mais déjà avant Collomb, il y a une volonté de recréer de la gendarmerie à l'ancienne dans son aspect contact. Les brigades de contact. Voilà, exactement. Il y a au moins des gens qui sont mobilisés là-dessus à la direction de la gendarmerie. Et qui y croient. Vous voyez à qui je fais allusion. Ouais. Mais du côté de la police, je ne sais pas. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est que direction générale, la police, ils s'en moquent un petit peu, si ce n'est qu'il faut un petit peu alimenter le discours. Direction de la sécurité publique, il n'y a pas du tout de feuille de route, de mobilisation, d'aide, de guide pour les directions. Disons qu'en fait, sur ça, on ne sait pas. Il faut quand même dire des choses. C'est un petit peu le problème de ce processus. C'est que on a des doutes sur la dynamique impulsée. On voit qu'il y a des orientations très générales qui sont données, mais c'est très difficile de le dire maintenant. Ce qu'on voit, c'est que la culture organisationnelle de la Direction générale de la police nationale est de dire si j'innove, je prends un risque, et on est dans un système où l'innovation peut avoir comme résultat de perdre, de se faire mal évaluer. Et si jamais, en plus de ça, je fais évaluer par des gens extérieurs à l'institution, qui vont montrer que ça ne marche pas, je serai perdant. Donc, c'est vrai que, comme il n'y a pas un message très fort de la direction générale, il y a une culture organisationnelle telle qui fait que, après, il y a qui fait que sans doute l'innovation a toutes les chances d'être faite. Après, c'est vrai que on a quand même qu'une vision au moment où on parle qui est aujourd'hui partielle. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur du ministère. La direction centrale de la sécurité publique est censée inventer des choses. Enfin, ils apprennent en marchant. Enfin, ce que vous disiez sur la feuille blanche, je pense que on n'arrive pas très bien à percevoir comment ça existe aujourd'hui. Moi, ce que je dirais quand même, dans la PSQ, il y a quand même beaucoup de choses qui demeurent intéressantes. L'idée, c'est vrai que il y a des choses qu'ils ont fait pour rassurer les policiers. Enfin, après, on parlera sans doute de la procédure pénale, mais il y a aussi des choses intéressantes. C'est important que le ministre parle du partenariat. C'est important qu'il parle de décentralisation organisationnelle et qu'il en fasse un axe identifié comme tel. C'est important qu'il parle de formation. C'est important qu'il parle de participation des habitants. Ils l'ont fait quand même. Donc, c'est important qu'il parle d'évaluation. Après, la question, c'est que dans ce genre de réforme, c'est vrai que le diable se niche dans les détails. Et c'est là qu'il faut regarder. Moi, je serais
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être interrogatif. Moi, ce que je regrette dans la réforme, et ce sur quoi je pense qu'il faut qu'on soit attentif. La première, c'est que la façon dont ils l'ont pensé n'est pas du tout conforme à la façon dont toutes les polices occidentales, que ça s'appelle police de voisinage, de proximité, police de communautaire, pensent une réforme de cette nature-là. Parce qu'en fait, ils ont pensé la décentralisation comme étant celle des chefs de service. Ce qui est bien, déjà, de dire, voilà, chef de service, il est responsable. On attend de voir comment ça va se traduire. Mais partout ailleurs, la décentralisation, c'est au niveau du gardien de la paix. Et en France, c'est un vrai problème de valoriser le gendarme et le gradé, enfin le gendarme et le gardien de la paix et le gradé, c'est un enjeu qui est absolument central, qui se pense plus comme des exécutants méprisés par leur hiérarchie, mal considérés par leur hiérarchie, mais comme étant des gens qui ont une autonomie dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement absent de la réforme, alors que partout ailleurs, c'est central. Et ça, il faut qu'ils le mettent en avant. Et ça l'était au moment de la réforme de la police de proximité. Tout à fait. Là, tu vois, cette idée-là du policier généraliste, c'est territorialisé, dissuasif et répressif. Voilà. Absolument. Moi, je pense que politiquement, il y a plein de raisons de ne pas mettre la police de proximité devant. Mais après, c'est vrai que sur le contenu, cette dimension-là, elle est quand même centrale partout ailleurs. Et à mon avis, elle est véritablement un problème en France, avec quand même un certain nombre des gardiens de la paix aujourd'hui qui ont un master. Bon, on ne peut pas les faire circuler en permanence à 4 dans des véhicules, ou à 3 ou à 2. Il faut qu'ils fassent autre chose. Je me permets de vous couper parce que j'ai fait une petite semaine d'immersion dans le service de gendarmerie dans le Nord, dans 4 jours, en leur demandant vraiment ce qu'ils étaient en train de faire sur la PSU. Et pour le coup, les contraintes organisationnelles de gendarmerie et police, et puis la culture, n'est pas du tout la même, parce que moi j'ai vu là concrètement, après c'est ce que j'ai vu dans les GAD de Lille, c'est pas forcément le cas ni ailleurs dans le département du Nord, ni ailleurs dans le pays. Mais il y a une unité où ils avaient un type qui était un gendarme, qui était à fond sur les réseaux sociaux, lui-même un peu un geek, quoi, grosso modo. Il a dit, voilà, je propose qu'on lance une page Facebook de l'unité. Sa hiérarchie a dit, bon, à Banco, vous vous débrouillez, faites ce que vous voulez. Il a lancé sa page Facebook. Ils organisent là, et c'est leur deuxième qui vont organiser des lives Facebook où ils répondent aux gens sur place. Ils organisent un café citoyen. Et il sait que s'il se plante, sa hiérarchie va dire, bah, c'est pas grave, on arrête si vous êtes planté, mais il ne craint pas pour sa carrière, ceci de son avancement. Et ils ont pris une compétence que le gendarme avait sur place. Et genre, bah, toi, tu te débrouilles bien là-dedans, vas-y, quoi. On est parti. Et en police, c'est clair que ça paraît impensable. De faire un truc pareil. Surtout au niveau le plus bas. Parfois, un commissaire qui a des compétences informatiques, qui va leur faire le truc de géographie criminelle. Mais c'est vrai que plus on descend en police, et plus c'est difficile. Et moi, de ce point de vue-là, c'est vrai que là où je serais vraiment attentif sur la réforme, c'est ils ont évoqué très vaguement la police de résolution de problèmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on donne les moyens à des policiers sur le terrain d'aller au-delà de la réaction à l'incident. Et en termes de formation, en termes de gestion, en termes de mode d'action, je pense que c'est un enjeu très important. 2, la gestion des relations interpersonnelles. Comment est-ce qu'on fait baisser les tensions dans les policiers? Comment est-ce qu'on fait de la police de sécurité publique même les polices américaines le font, enfin certaines peuvent le faire. Moi quand j'étais à Chicago, voilà, ils avaient tous un jour de formation, ça les empêchait pas de faire plein de contrôles, encore plus qu'à New York à cette époque-là, mais ils avaient tous quand même un jour de formation avec des simulations, c'était très intelligent sur voilà, comment est-ce que je renforce la confiance du public dans mes façons d'agir. Et là je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les policiers français, les gendarmes aussi, mais donc interagir avec le public. Le directeur général a dit que c'était déjà fait au monde. Hein. Ouais. Oui. Il a dit, voilà, GPN. Oui, il a dit que ça, c'est déjà partout, c'est déjà très bien fait. Donc juste pour dire la différence d'appréciation entre. C'est pas ce que disait Lutz, le directeur de la formation, avant de partir. Là, c'est là où c'est amusant. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont. C'est pas le point fort, l'autocritique. Non, ils sont forts, mais individuellement, jamais collectivement. Faut jamais en mettre deux dans une pièce. Ils sont très critiques, mais un par un. Mais bon. Et après, il y a la question de ce point de vue-là, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a la question du déploiement des forces aussi. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des enjeux de sécurité des agents, mais on vit aujourd'hui dans une période où on ne va pas recruter beaucoup de policiers, donc il faut être beaucoup plus inventif sur la façon dont on articule les patrouilles pédestres et voitures, dont on est seul à 2, à 3 ou à 4. Moi, c'est vrai qu'en étant parisien, je vois un nombre de patrouilles à 3 dans le véhicule
que ne justifie pas le danger que courent les policiers. Or, on sait très bien que le niveau d'interaction est favorisé par le fait de ne pas être tous ensemble dans la voiture et le fait d'être en contact direct avec les gens plutôt que... Donc voilà, ça c'était pour moi le premier point important, c'est que cette dimension-là d'aider les policiers à redonner du sens à leur travail, j'aimerais qu'il soit pas oublié dans la réforme, et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il n'est pas explicitement porté. Après, il y a la deuxième question qu'on a commencé à aborder, c'est la question de l'évaluation. Ils ont dit, on va mettre en place un lab PSQ, dont l'idée pas mauvaise, sur le papier, c'est de dire, il y aura des chercheurs, des élus, enfin toute une série d'acteurs différents, on va identifier les bonnes pratiques, les faire remonter, enfin, sur le papier, il y a quand même beaucoup de bonnes idées, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même 4 mois après, on ne sait pas trop ce que ça dessine réellement, enfin, nous de fait, on n'a pas encore été sollicités. Et le risque, c'est d'avoir, un peu comme pour les LSP, c'est de ne pas faire de la vraie évaluation. C'est-à-dire, si le commissaire un tel dit « Bon, moi j'ai fait ça à Montluçon et ça marche super bien. J'ai fait baisser la délinquance de 30%, tous mes policiers sont contents et les maires sont contents. » Et quels sont les outils indépendants dont on se dote pour dire « ça a vraiment marché ». Et là, il y a le risque de l'autosatisfaction. Donc il faut absolument insuffler dans le lab PSQ une évaluation externe un tout petit peu solide. Sur la question, qu'est-ce que ça veut dire que ça a marché? C'est ça la question, parce que si ou alors on est dans une logique rationaliste pure, on dit on veut ça et on fait tout pour arriver à ça et on regarde si ça marche ou pas, ou on est dans cette démarche que vous évoquiez de construction partir du bas. Dans ce cas-là, il faut être dans une logique qui est encore plus on va aussi construire c'est quoi l'objectif, mais là on n'a ni l'un ni l'autre, quoi. Il y a le double risque. Soit l'absence de c'est mis en place en septembre. Ouais. Donc, c'est demain, quoi. Il y aura c'est vrai que le risque, c'est d'être soit comme on fait souvent en France, on utilise les données qui sont déjà là pour s'auto-évaluer, ce qui n'est pas la bonne chose, parce qu'on accorde une importance considérable aux indicateurs qu'on a déjà, c'est-à-dire les indicateurs, par exemple, de mesure de la délinquance, qui sont très insuffisants. Soit on fait une évaluation acritique qui est plus de la communication. Et ça, c'est vraiment un enjeu central du lab PSQ, c'est qu'il faut qu'il soit plus que ça. Et après, pour moi, c'est vrai que le ministre en parle, mais on est quand même assez curieux de voir ce qu'ils vont faire. C'est que quand on voit... Il y a une question de niveau des données. C'est-à-dire qu'en France, la qualité des données pour alimenter de bonnes stratégies policières, on fait beaucoup avec les données déjà là, c'est-à-dire les données de la délinquance. On a très peu de choses sur la confiance de la population, on a très peu de choses sur la satisfaction. Ça, c'est moins vrai maintenant qu'il y a le SSM ministériel, parce qu'ils travaillent autant, voire plus, sur les enquêtes de... Parce que c'est là la différence quand on vous parle de l'OND. L'OND est en train de se faire doubler. On va voir si ça... Parce qu'il part clencher le responsable du service statistique ministériel, mais ça peut être intéressant de le voir, parce qu'ils sont en train de doubler l'ONDRP en faisant des analyses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus et qui tiennent compte surtout des enquêtes de victimation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un service statistique ministériel qui n'est pas complètement absorbé par les statistiques policières. Il pourrait même être absorbé un peu plus par s'occuper de la statistique de police. Oui. Moi, parce que, non, mais d'accord. Non, ce que je dis, c'est que non, mais par exemple, en termes d'analyse territoriale, ils ont des trucs avec les données, enquête de CVS, etc. Je suis pas sûr qu'ils aient les échantillons. Enfin, je compare à l'Angleterre où les échantillons sont tellement forts. Non, pour arriver à avoir des choses significatives. Enfin, je compare ce que tu peux avoir dans d'autres pays par rapport à ce qu'on a chez nous sur la confiance, la satisfaction, bien sûr, et les contrôles. Non, c'est 3 dimensions centrales. Je me dis, on manque de données. Et la police elle-même manque de données. Bien sûr. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment même les données disponibles, et évidemment qu'on est loin de ce qui se passe à Chicago, etc. Après, ça pose la question des rapports entre les analystes et les opérationnels de terrain, parce que ce soit à Montréal ou à Chicago, ça a toujours été un vrai problème et même on retrouve, il y a une thèse faite là-dessus en Belgique sur les analystes et les opérationnels. Comment tu surmontes
l'expérience professionnelle du policier et son autonomie en lui disant tiens voilà on a identifié qu'il y a tel et tel problème, il faut travailler là-dessus. Enfin, c'est encore une autre dimension, mais au moins en France on a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des choses sur tel département, l'inquiétude qui monte, la victimation, etc. On commence à avoir des choses au moins à l'échelle d'un département, voire à l'échelle d'une agglomération, sans idéaliser les chiffres du SSN ministériel, ça n'est pas du tout utilisé. Clancher a dit, et il l'a redit et c'est confirmé, qu'il a fait une fois un exposé devant la DGGN et la DGPN. Oui. Ce qui est quand même... Non, voilà, c'est... Non, mais c'est je dire pense que pour trouver une motion de consensus, est-ce qu'on pourrait pas dire que aujourd'hui, il y a des données qui sont encore insuffisantes, mais des progrès, mais une connexion entre la production de ces données, y compris à l'intérieur du ministère, et leur usage. Ouais. Mais je pense que ça n'interdit pas le premier point. C'est-à-dire que je pense que Bien sûr, dans la question des contrôles, le niveau de connaissance aujourd'hui qu'on a sur les contrôles, leur distribution, leur fréquence est faible. C'est évident, mais... Je vais rajouter un point pour aller dans ce sens. Si on regarde, on a le service du ministère, l'OND, l'INSJ, CSFRS, et le Chémi. Donc quand on a vu le degré de désorganisation ou de recouvrement, effectivement, parce que ou de tu dis, le service de statistique du ministère utilise l'analyse, les enquêtes de victimation de l'ONDRP. C'est-à-dire qu'on a soit un phénomène de recouvrement, un phénomène de non-production de données nouvelles, malgré le fait qu'on ait 5 organismes en France qui sont censés s'occuper. Et il y a, à ma connaissance, 0 production de recherche qui pourrait recevoir le label recherche, ça veut dire avec des critères de rigueur. Exactement. Donc on a quand même 5 organismes, donc on a beaucoup d'argent qu'on pourrait utiliser autrement. Bien sûr, tout à fait. Et, et du coup, pour la politique du chiffre, on est dans une politique du chiffre où maintenant, on ne demande pas aux services statistiques de fournir les statistiques, on demande aux policiers, aux services, soit circonscription, soit départementaux, de livrer des chiffres. Parce que Clancher, on ne lui demande jamais les chiffres de la délinquance ou tout ça pour évaluer les gens. C'est de l'autoproduction. Donc on est un peu comme les auto-évaluations dans d'autres domaines. Mais enfin voilà, donc c'est on a, c'est très intéressant ce que dit Sébastien, parce que l'INSJ n'a plus de chercheurs, ne fait plus de recherche sur la police depuis 2001. L'ONDRP, grosso modo, produit quelques chiffres, mais à partir des statistiques ministérielles ou des enquêtes de victimation de l'INSEE. Et quand ils veulent les interpréter, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux policiers de faire une interprétation. Par exemple, sur les stupéfiants, c'est l'interprétation du chef du service des stupéfiants. Je vous le dis parce qu'on regarde ça je suis dans le corps de l'OND. Enfin, ils vont pas demander à des chercheurs, ils vont pas se confronter à des travaux de recherche. Alors étrangers, n'en parlons pas, mais sur les stupéfiants, il y a l'Observatoire des drogues français des drogues et toxicos. Aucun appel, on cloisonne. C'est quand même assez frappant. Ça voilà. Ça peut être un objectif pour la PSQ. Voilà. Rationaliser la production du savoir, de la connaissance, et ensuite l'interprétation, c'est-à-dire l'analyse par des gens, par des professionnels, comme on le fait dans l'économie, où c'est des économistes qui font les analyses de l'économie, c'est pas les chefs d'entreprise. Donc ça, cette rationalisation de où va l'argent, dans quelle organisation, avec des missions qui soient claires, c'est quoi la mission du Chémi, c'est quoi la mission de l'INSJ. Bon, c'est une mission de vulgarisation, c'est une mission de recherche, c'est une mission de formation, c'est quoi? Donc ça, cette rationalisation, on n'a pas besoin d'argent. L'argent, il est là, il n'y a qu'à organiser les choses. Et comment on fait pour faire de la police sans produire de la connaissance? Comment on fait aujourd'hui pour être un industriel sans connaître son public? Comment on fait de la police? Donc ça, c'est un peu le défi français. Bon, je reprends un peu ce que vous avez dit d'une autre manière, mais c'est le défi. Voilà, on a besoin de produire de l'information sur la relation police-population. On ne peut pas la connaître sans produire de l'information à l'échelle d'organisations à 100 000 à 150 000 personnes. Parce qu'on parle de gros corps. Donc on a besoin de produire cette information et elle a besoin d'être utile localement, c'est le point que tu faisais, c'est-à-dire qu'il faut que l'information soit tournée vers ceux qui vont l'utiliser. Donc il y a le ministre pour ses discours, et après il y a les opérationnels. Donc comment on fait pour tourner l'information vers ceux qui en ont besoin? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à un moment de la police de proximité, il y avait des structures au moins de réflexion. Après, on peut critiquer aussi, c'était pas idéal, mais au moins il y avait une idée d'expérimentation et de montée en puissance. Bon, après, ça s'est emballé, je vois ton livre. Bon, mais il y avait quand même cette idée, on expérimente 5 sites avec évaluation. Nous, on était engagés à l'époque sur 3 sites, il y en avait d'autres sur les 2 autres. Enfin, il y avait retrait d'expérience, réunion chercheurs professionnels. À l'époque, on parlait moins des élus,
Bon, voilà, et puis on monte à 15 cycles, et puis bon, normalement on devait être dans cette étape incrémentale, hein, on aime bien ça. Et on voit que là, on est, je veux dire, on n'est même pas dans une stratégie expérimentale, même si qu'on mette ou pas les chercheurs encore en plus, mais on n'est même pas dans une stratégie expérimentale, on est dans vraiment du bricolage. Tu vas dire peut-être je suis un peu... Mais on est dans... voilà... on ne sait pas trop. Tiens, il y a un mec à Strasbourg qui fait un truc, alors on va le monter en mayonnaise. Et peut-être c'est bien Strasbourg, je ne sais pas, mais on n'est pas capable d'avoir un discours. C'est un peu comme ça quand tu regardes ce que Dominique Monjardier a dit de l'expérience de police de proximité. En fait, cette saturation de l'appareil central, cette incapacité à conduire la réforme, en dehors de la vision qu'avait effectivement Gilles Sanson quand il était CSP, c'est exactement ce qui a été décrit aussi. C'est-à-dire que tout de suite, l'appareil central est submergé par la taille d'une réforme comme ça. Quand on a passé les phases que tu as décrites, les premières phases que tu as décrites, dès qu'on entre dans une perspective de généralisation, il n'y a personne pour écrire la doctrine au niveau central. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas. Il n'y a personne pour la consultation qui a été faite, il n'y a eu personne pour synthétiser, en dehors de l'analyse quantitative dont je n'ai pas vu, qui a été faite par l'Institut de sondage. Donc voilà, il n'y a pas eu non plus d'analyse approfondie de cette consultation qui aurait pu être faite. Donc, mais tout ça, c'est pas fait parce qu'il y a une intention. C'est fait parce qu'en fait, la structure de commandement n'est pas faite pour développer une réforme à l'échelle de 550 000 km². Il n'y a pas les ressources, à Place Beauvau, il n'y a pas les ressources pour conduire la réforme. Ils ne les avaient pas en 97, et elles n'y sont pas aujourd'hui. Et ils ont, c'est même, enfin, je sais pas, mais il n'y a pas le problème, il n'y a pas les ressources en termes d'analyse du savoir. Parce qu'ils ne sont même pas capables de prendre le discours des chercheurs et puis de l'instrumentaliser. C'est pas de dire... Moina a raison, Rocher a raison. C'est pas ça la question. On leur dit prenez ce qu'on produit, et à la limite vous n'êtes pas d'accord avec nos conclusions, mais c'est même ça qu'on ne sait pas. Et là, ça nous renvoie à la question de la formation, mais au niveau même des chefs, des gestionnaires. Je ne sais même pas s'il y a des formations qui ont été mises en place pour la PSQ, parce que j'en discutais. À la base ou au niveau? Parce qu'au niveau des commissaires, rien du tout. Hein. Bah, pour tout le monde. Parce que normalement. Quand il y avait les UTEC qui ont été mis en place, on discutait avec un policier. L'ancien responsable de la formation à l'UNSP du Nord, qui disait nous, les UTEC, il y avait tous les policiers qui étaient dans ces brigades-là, avaient 2 semaines obligatoires avant d'intégrer le dispositif. Le NSP a été, je ne sais pas le contenu, mais bien qu'il enseigne, le NSP a été mandaté pour produire une réflexion sur la formation des commissaires dans le cadre de la PSQ. C'est celui qui était avant à... mais donc là, ils vont annoncer au 1er septembre que c'est parti, en avant Guingamp, c'est la PSQ, c'est génial, et avec des policiers qu'on va envoyer avec juste des éléments de langage. Je ne sais plus où on a quitté Est-ce que toi, tu as déjà dit ce que tu voulais dire ou pas? Oui. Globalement, après, je pourrais rebondir, mais c'était... Je veux bien dire 2 mots aussi. Non, on a parlé un peu moi, je pense que, du point de vue du système, les difficultés, ce qu'on a discuté tout à l'heure, une partie vous étiez là, voire pas là, en fait, il y a des caractéristiques structurales du système français qui fait qu'il est ingouvernable. Donc il n'est pas gouverné parce qu'il est ingouvernable. Pour la formation, on a une partie de la formation du privé qui n'a rien à voir avec la formation des polices municipales, qui n'a rien à voir avec la formation de l'APP, qui n'a rien à voir avec la formation de la police de province, et le NSP n'est pas rattaché à la formation. C'est-à-dire que la formation des cadres de la police n'est pas rattachée à la formation. On rajoute à ça, avec le fait qu'on ait 2 forces nationales, mais quand même des forces locales, et qu'on n'est pas un État fédéral. Donc sans entrer dans les détails, on a un système d'organisation qui s'explique historiquement, et on ne peut pas dire qu'il soit très fonctionnel. Et dessus, on a un système de contrôle qui est très faible, très inexistant. On n'a pas les moyens aujourd'hui. Si le système français marche, pour moi, je dirais, c'est parce qu'on a des gens assez bien formés et assez loyaux. C'est-à-dire qu'en fait, les fonctionnaires de police, en dépit des coups de matraque désordonnés dans les manifs, je veux dire, non, on a des gens qui essayent de faire leur travail comme ils comprennent qu'il doit l'être et qui défendent leurs intérêts, mais malgré tout ont des standards professionnels, des normes professionnelles. C'est ça qui fait tenir le système. C'est pas la qualité de l'architecture et c'est pas non plus la qualité du contrôle politique et administratif. Parce que, alors, du point de vue du contrôle, moi je trouve qu'on n'a pas, alors pour faire court, mais on a d'abord une très faible compétence des élus. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a très peu d'élus qui sont spécialisés. Comment les élus contrôlent un organisme qu'ils ne comprennent pas? Donc ça c'est mon premier point. Et là je me dis, il y a une offre à faire peut-être avec l'université, d'une formation qui n'est pas sur la théorie de la formation des polices depuis le XVIIIe siècle, même si ça serait intéressant, ou peut-être qu'il y a un module là-dessus, j'en sais rien, mais il y a quelque chose à offrir aux élus, au moins des grandes métropoles et
peut-être des assemblées, voilà, peut-être qu'on peut essayer de fabriquer quelque chose. Bon. La deuxième chose, il n'y a pas de définition des buts. Donc après, on peut former les agents, mais les former à quoi? Donc là, c'est la question, on en a discuté tout à l'heure. Donc comment je fais pour piloter un système si je ne lui ai pas donné de but, du point de vue même du pilotage? Bon, ça, c'est le deuxième point qui est connu. Quand j'avais commis un ouvrage, il y a maintenant un peu plus d'1 an, j'avais proposé pour des buts de communication éhontés de dire il y a 2 objectifs, la qualité et l'égalité. Donc pour essayer de résumer, de dire la qualité, bon voilà, c'est les standards. Comment je fais un contrôle? Comment je fais des standards de qualité? Et puis ensuite l'égalité. C'est les deux, pour moi, si on essaie de résumer voilà, en 15 secondes, c'est les 2 choses qui pourraient définir les buts. Bon, après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon, bref. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas du tout non plus insister, c'est sur les outils. On n'a pas les outils pour mesurer le fait qu'on atteigne les buts. Déjà parce qu'on n'a pas défini les buts, mais ensuite, même si on les avait définis, aujourd'hui, on n'a pas les outils. Par exemple, si on dit la confiance, c'est quelque chose, bon, Jacques l'avait déjà dit, Christian aussi, voilà, mais si on dit la confiance est un objectif, comment on mesure la confiance? Donc aujourd'hui, on n'a pas les indicateurs qui sont présentés à l'Assemblée nationale, ils sont de l'avis même de Bercy, oui, de l'avis même de Bercy. Donc on va inventer. Voilà. Mais c'est pas juste des chercheurs un peu illuminés, voilà, même Bercy va dire les indicateurs de la performance, ils doivent répondre à un certain nombre de caractéristiques techniques. Bon, ben, c'est pas le cas aujourd'hui parce que les taux d'élucidation, ils mélangent le nombre de délits, qui n'est pas le fait de la police, avec des élucidations qui sont le fait de la police. Donc ce n'est pas une mesure de l'activité policière. Les taux ne sont pas une mesure de l'activité policière. Bref, je n'entre pas là-dedans, mais on n'a pas les outils. Et le Parlement n'a pas non plus, si on se réfère aux bonnes pratiques, bon, j'ai travaillé un peu à l'étranger, de l'OCDE ou de DECAF, etc., le Parlement n'est pas structuré pour contrôler la police. Il n'y a pas de commission, vous savez, sécurité intérieure. Pour le coup, on a un vrai problème à l'Assemblée en général, les parlementaires en général, pour le contrôle en général, même pas de la police en particulier. Et on a une réflexion sur le sujet, de l'évaluation et du contrôle, parce qu'aujourd'hui, le contrôle, il est fait dans des missions d'information sur des délais plus ou moins long, avec plus ou moins de parlementaires, et sur la connaissance des administrateurs de l'Assemblée qui accompagnent les missions, qui sont des gens très compétents, mais qui ne sont pas non plus des chercheurs, ce pas des gens c'est pas leur boulot d'évaluer. Donc c'est clair qu'il y a une progression non négligeable. Voilà. Il y a eu des expériences juste positives là-dessus, par exemple sur le rapport Le Bouillonnec qui dénonçait justement la politique du chiffre, etc. Il y a eu une synergie assez forte entre les chercheurs, les rédacteurs, qui sont importants, et les élus. Mais ça tient à la bonne volonté de ceux qui conduisent la mission. On est bien d'accord. Non, c'est pas structurellement fait pour être un outil d'évaluation pertinent. Et juste pour rebondir sur ce que dit Sébastien, c'est que je pense qu'en plus il y a une demande des parlementaires assez forte. Je me suis retrouvé plusieurs fois au Sénat. On voit qu'il y a une demande et on peut constater la méconnaissance de la plus grande partie des élus. Mais c'est pas une critique, c'est un constat vraiment qui parle de choses, mais on parle on a un débat de non connaissants quoi, sur que ce soit sur la prison, sur la répression, etc. C'est quand même assez inquiétant. Et juste c'est une limite très forte au contrôle. Oui, et pour aller plus loin, moi je fais partie de l'Observatoire de la désistance, où normalement des élus sont nommés ou désignés, etc. On a la fréquentation d'une seule députée depuis la nouvelle mandature, mais les autres on les a ni élus locaux, ni qui sont tous représentés, personne n'est venu à aucune réunion, si ce n'est la première réunion d'installation. On parle quand même de sujets, délinquance, crimes, de réinsertion, tout ça. Je voulais y être, mais je sais bien. Mais les travaux sont publics, on peut. Ce que je trouve, mais c'est important, c'est d'essayer de montrer justement en quoi ce sujet mobilise pas mal les élus sur les campagnes, etc. Mais dès qu'on dit OK, on va en parler sérieusement, c'est plus compliqué. Il y a d'autres choses prioritaires en tout cas. C'est là où je pense qu'il faut aussi pas seulement dénoncer. Voilà, c'est pas pour dénoncer, mais comprendre ça, quoi. Parce que sinon, on tourne en rond, parce que sinon, on est là, le chercheur, gna, c'est trop compliqué. Ben oui, désolé, il faut rentrer un peu dans la complexité. J'ai la même difficulté du fait de mon passé professionnel, vu que j'étais attaché d'administration au ministère de l'Intérieur et que gérais la comptabilité des services de police et de gendarmerie. Quand je vois les budgets, moi je les exécutais les budgets, je sais où il y a des trucs qui vont et qui vont pas, mais je le sais parce que c'était mon boulot. Et si vous ne rentrez pas dans la mécanique, je les ai saoulés en fin d'année en leur disant vous avez fait des annulations de crédit en cours d'année parce que vous dites les autorisations d'engagement ne sont pas consommées, donc c'est qu'il n'y a pas de commandes qui sont faites, donc on n'empêche pas la capacité du service à fonctionner.
Ça, c'est pour le naïf qui passe dans la rue. Parce qu'en réalité, les autorisations d'engagement, il y en a certaines qui sont sur des bons de commande ou faites à l'avance, mais il y en a qui sont consommées au fil de l'eau, et notamment sur le carburant, qui est un gros poste de dépense. Donc si vous retirez toutes les autorisations d'engagement au mois de juillet en disant bah, c'est bon, de toute façon elles ne serviront à rien, c'est pas vrai. Ça veut dire juste qu'on ne va pas payer des factures de carburant en fin d'année, qui seront payées en début d'année 2018, enfin qui ont été du coup payées en début d'année. Et quand j'étais en début d'année 2017, en tant que fonctionnaire, je payais les factures, le reliquat de la fin d'année précédente. Alors même qu'il n'y avait pas des annulations de crédit en juillet. Donc pour lire le budget 2018, il fallait avoir un peu d'éléments de quel allait être le report, ce qu'on appelle le report de charge budgétaire. Sauf qu'une fois que j'ai dit ça dans l'hémicycle, il n'y avait plus personne. Non, mais si, il y a le directeur d'administration centrale qui était mon ancien grand chef dans les réunions à Paris, qui était là, qui regardait, qui savait de quoi je parlais. Mais il y a des niveaux de techno, il y a plein de trucs. Et sauf que c'est un enjeu majeur, parce que c'est combien il y a de pognon pour l'année suivante, donc c'est pas anecdotique. Bon, quand je dis deux mots sur le pilotage ministériel, c'est qu'il y a la faiblesse du contrôle, à mon avis, du Parlement et même du gouvernement sur la police tient au fait que la police et la gendarmerie elles-mêmes n'ont pas les outils. Là, c'est pas juste qu'ils chercheraient à mentir ou qu'ils chercheraient à pas les fournir, c'est qu'en fait, ils les ont pas. Et je pense qu'il y a un besoin d'évaluation, et aujourd'hui, il y a uniquement un corps d'inspection qui essaye de faire l'évaluation, mais en fait qui n'y arrive pas. Les inspections n'arrivent pas à faire de l'évaluation parce qu'elles les ont confondues, alors que c'est évidemment, ça a à peu près rien à voir. Dans un cas, on dit est-ce que vous êtes conforme à la loi, dans un autre cas, on dit est-ce que vous avez atteint les objectifs. Bon, bah, on peut atteindre des objectifs par la violation de la loi, donc on voit bien que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc ils n'ont pas ça, et donc là-dessus, il y aurait des possibilités de faire autrement. Donc, mais je pense qu'il faut d'abord créer un cadre pour produire cette évaluation dans les ministères. C'est qu'il faut que les ministères ils aient un département ou un chargé de mission, quelqu'un qui soit chargé de ça, en fait, de réaliser ces évaluations pour qu'ensuite ils puissent donner les infos, notamment à l'Assemblée nationale. Voilà. Et normalement, il devrait y avoir, comme c'est le cas dans d'autres ministères, un endroit où on analyse aussi, donc un centre d'analyse de la sécurité intérieure, comme il y a un conseil d'analyse économique, où à partir des données qui existent, bon, il n'a jamais fait de l'analyse comme ça, mais il a été exprimé. Voilà, il n'y a pas un endroit où des gens dont c'est le métier analysent, par exemple d'un point de vue économique ou d'un autre point de vue, hein, mais je pense que les économistes ont tout à fait une place ici, le fonctionnement du système de sécurité. Voilà, donc si on ne crée pas ces éléments dans le ministère, ou même des embryons qui vont se développer, hein, bon, voilà. Et puis le dernier point, c'est la formation. Bon, ben, je ne reprends pas ce qui a déjà été dit sur la formation. Moi, ce qui me paraît frappant, d'abord, c'est l'incohérence du système de formation. Ben, je pense que ça serait logique que la formation des commissaires de police ne soit pas un établissement autonome. C'est séparé du reste de la formation. Tous les établissements publics de formation. Voilà. Mais là, comment on fait pour intégrer les besoins de formation du gardien, ce que tu disais, avec du commissaire? S'il n'y a pas quelqu'un qui a la main sur l'ensemble des formations et qu'on dit qu'on a une police nationale, comment on fait pour intégrer ces différents morceaux? Donc c'est pas logique, disons, en tout cas le système, je ne dis pas dans quel sens il faut qu'il aille, mais en tout cas il n'est pas logique. Et ce qui n'est pas logique non plus, et ça a été dit plein de fois, y compris par les inspections, c'est qu'il n'y a personne de la société civile qui fait cours aux policiers. Donc, je crois qu'à l'ENSP, j'ai discuté donc, avec le chef de l'ONDRP, il reste le chef de l'ONDRP et moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres gens qui ont survécu à la période d'ouverture. Donc on dit qu'il faut ouvrir la police sur la société, mais dès la formation, ils sont formés que par des policiers. Alors, c'est la faute de personne, mais si on ne réfléchit pas à ça... C'est utile pour les violences sexuelles et sexistes, pour former à la prise en charge des plaintes, que ce soit des associations... Par exemple, voilà. Et même sur la question de la discrimination, ça serait utile qu'il y ait un débat organisé, c'est pas pour dire qu'il y a tort ou à raison, mais que des chefs de police ou des agents soient confrontés, voilà, et qu'ils entendent dès la formation, que ça fasse partie de la formation, d'entendre les difficultés liées à l'exercice du métier de police. Donc, de ce point de vue-là, ça fonctionnait un peu mieux dans la gendarmerie que dans la police. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais la gendarmerie fonctionnait mieux sur ces problématiques-là. Et le dernier point sur la formation, ce qui m'a... Moi, à force de réfléchir, on dit des choses de plus en plus simples. Non, mais si on réfléchit à la question de pourquoi les policiers ne sont pas intéressés à la sécurité des gens. Ils sont intéressés qu'à faire de la police et à faire un certain nombre d'interpellations. Mais en réalité, ils ne sont pas formés à la criminologie. Et ce qui est frappant, ils n'ont aucune idée, c'est pas de la mauvaise volonté, ils n'ont aucune idée des déterminants de la délinquance. Ils ne savent pas ce que c'est que la variété des causes de la délinquance. Et c'est ça, c'est seulement qu'il y a un commissaire de police qui va faire une stratégie
son but, ça va être d'envoyer des gens devant le procureur. Mais c'est pas une stratégie de sécurité, ça. Ouais, Donc, mais ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils n'ont pas reçu. Donc il y a un trou, et qui n'est pas juste français, puisque le seul vrai criminologue qu'on ait, c'est Alain Bauer, puisque c'est le seul qui a une chaire de criminologie, c'est le seul qui devrait être là en train de parler, d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas... On l'a sollicité, mais peut-être qu'il n'était pas dispo, il nous a pas répondu. Il n'était pas disponible. Voilà. Et bon, il n'a pas non plus un cursus académique en criminologie qui serait aux standards internationaux, pour le dire simplement et comme assez directement. Donc voilà, il y aurait besoin d'une criminologie qu'on peut aller chercher chez les Belges, chez les Canadiens, etc. Donc il n'y a pas ça. Et donc, et je lisais un autre article de je ne sais plus qui, et puis je disais la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'obligations sur les policiers, et elles sont toutes liées à la procédure pénale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'obligation. Ils n'ont pas de formation et pas d'obligation en matière de prévention. C'est-à-dire que ce qui fait dans le métier le déterminant du comportement, alors il y en a sans doute plein, mais notamment c'est les obligations professionnelles et ensuite l'apprentissage de ces obligations. Et bien, en matière de prévention, il n'y en a pas. Donc ils n'apprennent pas les policiers ce que c'est que les diverses formes de prévention. Donc comment ils pourraient les promouvoir s'ils ne les ont jamais appris? Et deuxièmement, ils n'ont pas d'obligation légale de respecter la mise en œuvre de la prévention. Donc voilà, donc comment par eux-mêmes, étant des hommes et des femmes comme nous, je veux dire, voilà, surtout des hommes, voilà, comment ils feraient pour inventer tout ça? Comment nous, on va leur demander, faites ça, alors qu'ils n'ont pas les outils de le faire. Donc moi, je pense qu'il manque dans la formation, ça suppose que les chefs aient dit qu'il y a un référentiel de formation en matière de prévention, qu'il y a une définition de la prévention, qu'il y a un apprentissage de la prévention et de ses effets sur la délinquance. Mais on voit que on touche des continents. Voilà, mais là où il y a quand même une dynamique négative, c'est que tu parlais de procédure pénale. Ce qui est clair, c'est que même là, il y a une perte de savoir-faire, une perte de connaissances, une perte même de cerveau. Le problème est que, et ça a été constaté dans tous les rapports, que ce soit Inspection Générale de l'Administration ou du côté de la justice, il y a le rapport Baume et le rapport, je ne sais plus, que juste... Hein, tu connais toujours tous les rapports. Mais non, mais c'est bien, mais après je parlerai des pratiques. Non, mais c'est pas une critique. Non, mais après je parlerai des pratiques, parce que justement j'allais y venir, c'est que c'est dénoncé en haut, et c'est intéressant quand tu as convergence entre des résultats vus d'en haut et vus d'en bas, et c'est que dans les pratiques, on voit très bien comment les procédures, quand on prend des procédures et qu'on regarde un peu avec des procureurs dans des bureaux, on dit on va s'arrêter 2 minutes de traiter rapidement au téléphone les procédures, parce que c'est traité essentiellement comme ça, et qu'on va regarder, on s'aperçoit que ça ne tient pas, et avec un bon avocat ou d'un prof de droit, et on a un pourcentage, alors je ne vais pas dire un pourcentage, mais on a un pourcentage non négligeable des procédures qui ne tiennent pas la route. D'ailleurs, on pourra en parler sur les contrôles d'identité, puisqu'il y a un aspect comportement du policier, et là je te rejoins parce que les policiers pourraient faire pire, c'est pas que ça rassure, mais qu'il y a un certain ethos professionnel qui fait qu'il y a quand même quelques limites. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas jusque-là, ça tient à peu près, tant mieux. Mais on voit bien aussi que, par exemple, l'enchaînement contrôle d'identité, palpation de sécurité, saisie de produits stupéfiants, c'est au prix d'arguties et de manœuvres juridiques qui pourraient, si on avait un bon avocat derrière chaque personne interpellée, ça pourrait faire très mal et retourner vers les policiers en les accusant de voies de fait ou d'entrave à la loi, etc. Donc il y a quand même tout ça. En Angleterre, un des indicateurs de performance, alors moi je n'ai pas suivi, peut-être Jacques l'a suivi plus récemment, c'était pas le fait d'avoir élucidé les faits, parce que ça on autodécide, les policiers décident qu'ils ont élucidé, c'est eux qui décident. Alors, pas n'importe comment, mais ils décident. Alors, l'indicateur de résultat, c'est le fait qu'il y ait des poursuites qui soient effectivement engagées. Le résultat, c'est le fait que les magistrats jugent que la qualité de la procédure est suffisante pour commencer les poursuites. Et bon, ça c'était un des indicateurs de performance sur l'aspect pénal. En Angleterre, c'était celui-là. Je ne sais plus s'ils existent toujours, ces indicateurs. Mais donc ça, on voit qu'on peut réfléchir à d'autres manières, sans supprimer la dimension pénale de l'évaluation, on peut réfléchir à d'autres manières de la regarder. Ce modèle-là n'est pas transposable en France, parce qu'on a une magistrature anglaise qui est beaucoup plus forte, structurée et indépendante que la magistrature française par rapport à la police. Et d'un point de vue budgétaire, ils ont cloisonné sur ces indicateurs-là. Nous, on les travaillait, j'étais au ministère de la Justice, on les travaillait pour mettre en perspective le nombre d'interpellations et le nombre d'interpellations ayant donné suite à une suite judiciaire, et ils nous ont dit non, ça relève de la mission sécurité, ça ne relève pas de la mission justice, donc on ne peut pas croiser les données. Et ça, les nouveaux logiciels, je ne me souviens plus de leur nom, qui sont censés suivre la chaîne pénale, ils sont Alors, pas... si, eux ils le suivent au niveau des magistrats, eux le suivent,
pas dans Mais c'est les pas, documents c'est pas un budgétaires. indicateur de performance. Oui, mais ça c'est parce que les policiers ont un argument très fort depuis très longtemps, qui est un argument très corpo. On ne peut pas être évalué pour des décisions que nous ne prenons pas. En fait, implicitement, les magistrats prendraient de mauvaises décisions, on ne peut pas être évalué. Mais c'est pareil, les vendeurs de chaudières, c'est pareil. À ce moment-là. Non, mais ça c'est C'est ce qui fait que les policiers vont manifester devant Vendôme. Ouais, c'est ça. Bah oui, il y a une pression forte. mais je voulais rebondir sur ce que disait Christian parce que je pense que c'est quand même un argument intéressant sur cette affaire entre le droit et les pratiques et sur la formation et sur les contrôles d'identité. C'est-à-dire que ces questions-là, il faut absolument, enfin moi je pense qu'en termes de formation et en termes d'orientation, il faut arriver à les aborder de façon globale, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une logique contre les contrôles, d'être dans une logique où on forme au contrôle. Former au contrôle, c'est former au droit des contrôles. Et effectivement, moi j'ai quelques exemples personnels avec mes ados, où je vois, parce qu'après ils me racontent, que le droit des contrôles n'est pas nécessairement respecté par les policiers dans la façon de faire. Et donc ça pose des questions de formation sur comment est-ce qu'ils sont capables de mobiliser les règles de droit. Mais ça pose aussi la question de comment est-ce qu'ils sont capables de comprendre leur environnement, de savoir être réflexif quand on fait un contrôle, de gérer une interaction qui tourne mal. Et en fait, de ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu de formation des policiers qui soit à la fois d'utilisation des outils du droit, mais en situation. Et ça, alors c'est vrai que les formations sont courtes, mais on peut imaginer que la formation continue le prenne en charge. Enfin, et de ce point de vue-là, il y a quand même sur quelque chose qui est très routinier pour les policiers, en fait, un vrai enjeu à saisir en termes de formation qui permettent d'aller au-delà d'une coupure qui est très présente dans la tradition française, entre d'un côté il y a le droit et de l'autre côté il y a la pratique. C'est pas comme ça que ça marche. Mais sauf que comme ils ont souvent des formations très juridiques, ils ont tendance à le penser de façon binaire. Les collègues qui ont travaillé plus sur la formation, ils disent que en fait, quand on arrive sur le terrain, on apprend en regardant ce que font les autres. Bon, et essentiellement, donc, et c'est ça la vraie façon de faire de la police. Il y a un mépris de la formation. La phrase consacrée, c'est quand un policier fait son stage à l'issue de sa formation initiale, la première chose qu'on lui dit, c'est oublie tout ce qu'on t'a appris, ici ça se passe comme ça. Enfin, justice, pareil, sur les pénitentiaires, c'est exactement la même situation. Et on voit une réduction des temps de formation qui surcoupe budgétaire, disent oui, on a besoin des effectifs tout de suite, et donc du coup on réduit de plus en plus. Sur le temps de formation, je me permets de faire une petite digression. On a été à un moment donné en France en pointe en passant à 1 an de formation, mais dites-moi si je me trompe, mais à l'heure actuelle on est plutôt à la bourre, parce que tout le monde est passé à 1 an et demi ou 2 ans en Europe. Dans la plupart des pays. Les systèmes sont... Enfin, en Allemagne, ils sont longs. Ils ont un temps de formation qui est quand même assez long, qui est 3 ans. Moi, le système anglais, il est très compliqué. Parce que c'est un système où, en fait, il y a une partie qui est prise en charge par les universités, qui est aussi individualisée. Bon, ce que je vois, c'est qu'aux États-Unis, eux, ils ont carrément dit maintenant, si vous voulez devenir policier, il faut que vous ayez 3 ans il faut que vous ayez faut que vous soyez undergraduate. Donc, en fait, ils font monter en gamme leurs policiers. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils n'auront pas des diplômes de droit, ils auront des diplômes en criminologie. Donc, en fait, c'est des gens qui auront déjà fait et du droit et des sciences sociales. Donc, mais l'Angleterre, ce que je vois, mais il y a un collègue qui a travaillé dessus, c'est assez intéressant ce qu'il montrait, c'est qu'en Angleterre, l'apprentissage, il s'appelle Damien Cassin, il avait comparé France et Angleterre, il montrait bien que quand même la dichotomie, en gros en France c'est très descendant, vous apprenez comme ça, et puis sur le terrain vous obéissez à votre encadrant, tandis qu'en Angleterre le phénomène de l'apprentissage était beaucoup plus horizontal. Il disait qu'il y avait pas comme nous on a qu'on s'appelle pas des maîtres de stage, mais des tuteurs qui étaient plus présents et plus systématiques. Voilà, c'est ça, qui est plus dans un truc d'accompagnement, et voilà, de ce point de vue-là, je pense qu'en France, il y a plusieurs briques. Il y a aussi le recrutement. Qui on recrute? Quelles sont les compétences qu'on cherche à identifier quand on recrute? Et en fait, quand on regarde le recrutement des gardiens de la paix, il y a quand même un enjeu de ce point de vue-là, aussi pour les officiers, aussi pour les commissaires. Et il y avait un collègue qui avait travaillé sur les concours et qui montrait bien que quand ils arrivent à l'oral, en fait, la question que se posent les gens autour de la table, c'est est-ce qu'il fera un bon collègue?
C'est une question essentielle. Nous, quand on recrute à la fac, on demande toujours ce que ça fera, mon collègue. C'est vrai. Mais il y a quand même une deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va faire un bon policier dans ses relations avec le public? Et ce qui montrait, c'est que cette dimension-là, elle est très très peu présente. C'est-à-dire que on pourrait tout à fait imaginer que les compétences relationnelles, alors, et là, de ce point de vue-là, l'Angleterre est intéressante parce ils mettent les candidats en situation, avec des simulations, où ils regardent, du coup, comment ils interagissent. Et là, de ce point de vue-là, je pense que ces compétences relationnelles, dès le recrutement, elles pourraient être beaucoup plus valorisées. Mais on parle des Au Danemark, en fait, mais bon, c'est pas le même système, parce que tout le monde entre par le bas, mais tout le monde a 2 ans de formation à l'académie de police. Donc voilà, donc ça veut dire que tous les gardiens ont 2 ans de formation. Et ils n'ont pas le droit de candidater comme policiers pour leur premier job. C'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir une expérience dans la société civile, on va dire, avant de devenir policier. Je trouve que c'est très intéressant. En fait, on dit à des gens, voilà, l'anti-modèle, c'est le modèle turc, que je connais bien aussi, c'est qu'en fait, on entrait dans les collèges de police à 16 ans. Et on était emmené jusqu'à l'académie de police, tout ça à l'intérieur même de la police, sans jamais en sortir. On voit que le Danemark, c'est l'anti-modèle. On veut des gens qui viennent d'ailleurs, on veut des gens qui essayent autre chose, et ensuite on veut des gens qui ont au minimum 2 ans de formation. Et en plus, cerise sur le gâteau, le cœur de leur système de formation, c'est la relation à l'usager et la confiance. Bon, mais ils sont un peu trop avancés pour qu'on puisse les rattraper. Mais même si on rajoute pas ça, non, mais ouais, on voit qu'on peut modifier les processus de sélection. Et que je comprends bien, ils ont les 2 ans de formation, et à l'issue de ces 2 ans de formation, ils font une année dans la vie civile. Avant de pouvoir candidater, Ils peuvent devenir policiers que ceux qui ont déjà une expérience. Ils savent ce que c'est, je sais pas quoi, chef de service, ou je sais pas, dans un hypermarché, ou dans une compagnie de bus, charpentier, et voilà, et ensuite ils décident, ils ont fait ça, mais non, ils décident non, je préfère être policier. C'est intéressant, et même si peut-être il y a des façons d'y échapper, j'en sais rien, mais en tout cas, comme règle, c'est intéressant. Et les 2 ans, c'est pas pareil, 2 ans ou 1 an pour les gardiens, c'est pas non plus la même chose. En France, on forme le plus les gens qui ont le moins besoin. C'est-à-dire que les commissaires, on les forme 2 ans, ils n'ont pas besoin d'être formés 2 ans. En fait. Ça, je suis pas tout à fait. Enfin, en tout cas, il faudrait changer la nature de la formation. Oui, il faudrait changer, mais c'est des gens qui ont déjà un master, on leur rajoute une 6e année. Ils ont un master en quoi? Si on doit choisir la répartition des efforts, voilà, mais évidemment, il y en a beaucoup des gardiens. C'est quand même frappant, enfin, tu connais aussi mieux que moi presque, mais enfin, ce qui est quand même frappant dans l'école des commissaires de police, c'est que tout ce qui est vrai management, etc., ils l'ont pas. Ils ont du droit, ils ont de la formation à un espèce, un peu de vernis, mais tu vois bien que le niveau d'enseignement sciences sociales, etc., pour le coup, là, on pourrait quantifier, ça a baissé quand même tendanciellement, mais dans les années 80, il y avait Bernoux qui allait faire des interventions, enfin, tu peux dire que c'est bien ou pas bien, mais il y avait au moins une réflexion, il y avait une réflexivité, on n'a pas... Et peut-être sur un point, juste par exemple, puisqu'on parle au Portugal, quelqu'un qui devient chef de police, il passe 5 ans en formation. Hein, et 5 ans plein. Il va faire des stages à l'étranger, il fait des trucs, il est dans des tribunaux, enfin... Au Portugal, où on a des budgets, enfin voilà, on compare dans des pays beaucoup plus pauvres que nous. C'est juste un clin d'œil, mais c'est important. Et je pense que le vrai problème aussi, c'est la formation continue. On a quand même une inexistence totale de la formation continue, comme dans beaucoup de corps d'ailleurs, plutôt d'élite en France, où la formation continue, c'est toujours un problème, enfin c'est vrai un peu partout, mais alors, dans la police nationale, d'ailleurs que ce soit en bas ou en haut, alors le tir, j'en parle pas, c'est pas le truc, mais il n'y a aucune formation continue qui serait dire alors formation continue individualisée, qu'on peut faire à l'échelle de 120 000 policiers et 80 000 gendarmes, qui est, c'est quoi, identifier les besoins. Vous allez dans quel service? Est-ce que dans tel service, ça serait pas bien d'avoir une formation adaptée à tel type de profession? On n'a pas ça. On arrive, on part, on voit des policiers qui changent de poste. Tiens, t'es à tel poste, toi? Ouais, j'y connais rien, mais je vais apprendre sur le tas. Toujours ce truc. Bon, et on peut se retrouver comme ça à la brigade économique et financière sans avoir une formation. Oh, on va le faire sur le tas. Il y a peut-être des stages ou pas, ou machin, etc. Ça, c'est quand même un vrai problème. Parce que si on veut éviter l'effet que vous avez tous décrit tout à l'heure, qui est on forme, puis après on découvre la réalité, c'est justement d'avoir cette réflexivité qui est, bon, maintenant vous avez découvert la réalité, on va en parler, on va faire une formation adaptée à ce que vous avez vu. C'est pas du formalisme, c'est ça, c'est là, et ça rejoint tout le discours sur l'évaluation, etc.
comment on crée un retour sur expérience pour dire, et ça pourrait être de la sociologie, ça pourrait être de la psychologie sur comment on fait baisser les tensions, ce que tu disais, il y a des stages, enfin, il y en avait un peu à la pénitentiaire à une époque, etc. Comment on fait baisser les tensions, c'est voilà. Cœur de métier à la pénitentiaire. Ouais, non, mais c'était important. Non, mais je veux dire que les policiers, que les policiers soient pas formés à ça, parce qu'ils ont des problématiques similaires, sauf que eux, ils peuvent partir, les pénitentiaires, ils sont obligés de rester. Donc, non, mais c'est la vraie différence. Sinon, les problématiques sont pas très. Ils sont dans le pays. Voilà. Mais voilà. Donc, comment on peut. Alors, il y a le seul truc, c'est le concours d'officier de police judiciaire. Voilà. Bon, mais c'est le seul truc où il y ait une formation continue obligatoire. Mais bon, après, il y a des stages. Il y a des passages de grade. Oui, mais enfin bon, tu vois, c'est très formel et c'est très. Voilà, c'est ce dont il faut arriver à sortir. Et typiquement, pour passer, quand on est officier, pour passer commissaire, maintenant, on a un truc allégé. On voit quelques cours sur Internet. Les types ne sont même quasi plus présents dans l'école. Il n'y a même plus de socialisation aux collègues. Ce qui, en plus, crée d'autres problèmes. Mais... Non, mais enfin, c'est numérique, c'est l'avenir. Oui, mais c'est. Seul à la maison, tranquille. Mais avec pour le coup, aucun contrôle de connaissance, quoi. Je pense que la PSQ, elle se heurte un peu à tout ça. Elle se heurte forcément à tout ça. Et en 97, il y avait quand même une réflexion qui avait été articulée. Donc il y avait des éléments de doctrine, il y avait une réflexion sur la formation, il y avait une allocation d'ADS supplémentaire. Donc il y avait un certain nombre de moyens. Et voilà, il y avait des éléments qui étaient articulés entre eux. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'articulation des éléments existants. Le reproche qu'on fait à la police de proximité de l'époque, dites-moi si je me trompe, mais c'est justement sur les éléments de doctrine d'avoir été quand même un peu trop vertical. Il y a une doctrine, un gros pavé comme ça de comment on est un bon policier de proximité. Ça, c'est vrai. C'est un tout petit pavé en fait. Ouais, c'est un petit pavé, mais il y avait quand même une vision. On m'a dit non, parce qu'il y a le guide pratique. Il y a le guide pratique des CRS, il y a le guide pratique de la police de proximité, il y a la doctrine. La doctrine, c'est un travail politique, on peut le voir en la lisant, c'est très simple et on peut le comprendre. Donc c'est le genre de document qu'on ne produit pas très vite. Ouais. Non, mais là-dessus, je parle du guide, moi. Parce que c'est ce que reprochent toujours les gens, enfin, pour aller dans votre sens, c'était, je sais plus quel commissaire me disait, on m'avait dit, bon, voilà, là, tu divises ta ville en 3, ta circonscription est divisée en 3, discute même pas. Et ça, c'était effectivement l'effet pervers de la standardisation. C'est notre ami qui est responsable de ça. Oui. Encore à la loi? Non. François Boucher? Oui, François Boucher. Non, mais c'est intéressant parce que lui, il faudrait le voir, François Boucher, parce que c'est lui un des artisans importants de la police de proximité. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui a toujours cette vision hyper quand même centralisée. Et c'est vrai que c'est un des problèmes, c'est justement, et ça rejoint toutes les questions de l'évaluation, c'est est-ce qu'on fait la même police de proximité quand on est Paris, place Vendôme, et qu'on est à Roubaix, quartier de l'Alma, et ben non, les types, de toute façon, même si on leur prescrivait de faire la même chose, ils ne pouvaient pas le faire. Et c'est ça, mais je parle de cas où on est allé à l'époque, il est évident qu'à Roubaix, les types, ils inventaient d'autres trucs. Alors il faut l'invention, mais au moins ils avaient un objectif, et surtout ils avaient un cadre assez défini, qui était une certaine autonomie, une possibilité de faire, etc. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qui les a plombés, c'est l'ouverture des postes de police de quartier, postes de police de proximité de quartier, qui a fait que dans beaucoup d'endroits, au lieu d'être dehors, ils se sont retrouvés dans des postes et ça a complètement... la masse critique pour pouvoir aller dehors. Il faut gérer la boutique et... c'est ça, la boutique est devenue un enjeu. L'enjeu, c'était tenir la boutique et éviter qu'elle soit dégradée, machin. Et donc, prise de plainte, donc ça a fait En même temps, il faut quand même avoir un peu de maillage territorial, parce que sinon, les gros hôtels de police, ça va pas non plus. Oui, mais justement, le maillage territorial... Là, c'est l'enjeu actuel. Oui, mais le maillage territorial est traduit par implantation territoriale. Et c'est là où on retombe dans le problème qu'on a retrouvé dans plein d'autres pays, etc., qui est justement, si on veut faire une vraie réforme, c'était le cas de la réforme de Montréal à la même époque, et ça a été d'ailleurs le problème de la police urbaine de proximité mise en place notamment par notre actuel préfet de police, qui était justement, il y a eu plein de postes, etc., avec parfois des postes de police de proximité qui étaient très proches les uns des autres. On modifiait le maillage du temps. Et parce qu'il y a des implantations immobilières. Du point de vue de l'évaluation de la police par les volumes de la délinquance, ce qui est un faux problème, mais il est toujours posé comme ça. En 97, il n'y a pas eu du tout de catastrophe dans les zones où ça a été implanté. Donc, plus de plaintes. Alors, des fois, il y en a eu. Il y a eu
il y a une variété de cas suivant la variété, disons, des lieux. Et sur les zones qui ont été les sites qui ont été les sites expérimentaux sur lesquels on a commencé, on peut les suivre pendant toute la période de la réforme et on ne voit pas du tout de dégradation, par exemple, du nombre de faits élucidés ou du nombre de mises en cause. Donc on ne voit pas de diminution en zone police de l'activité de police judiciaire, pas du tout. Et on ne voit pas non plus d'augmentation de la délinquance, mais on ne voit pas non plus une amélioration extraordinaire. On ne voit pas du tout d'amélioration dans un certain nombre de cas, mais on ne voit pas de dégradation. Il n'y a pas l'argument de la dégradation de la sécurité par la police de proximité, à mon avis, n'est pas documenté en France. C'est simplement, politiquement, cette guerre-là a été gagnée en matière de communication, mais techniquement, il n'y a pas eu de signe. Là où s'est effondré les taux d'élucidation et les gardes à vue, c'est en zone gendarmerie. Donc c'est pour ça que quand on regarde les statistiques nationales, on voit ce phénomène. Et si on sépare, ce que fait d'ailleurs le ministère de l'Intérieur, les zones police et les zones gendarmerie, on voit ce que je viens de dire. Voilà. Et donc, et encore une fois, la police de proximité n'était pas un enjeu pour la gendarmerie. Elle ne faisait pas partie du programme. Et l'autre phénomène, il y a eu la loi du 15 juin 2000 avec l'impact sur la pratique des OPJ, la loi sur la présomption d'innocence, il y a eu une protestation des OPJ qui ont renvoyé beaucoup d'affaires, etc., et qui ont saboté un peu le taux d'élucidation, mais pas pour les raisons de police de proximité, parce que c'était pas trop leur problème, mais pour des raisons de lutte contre la complexification de la procédure pénale. Au niveau local, ça se voit pas quasiment. Non, mais ça, on l'a. Oui, mais on arrive à le voir quand même, parce qu'il y a des endroits où tu prends et en revanche, ce qu'on peut mesurer, nous on l'a fait sur certains lieux, c'est une amélioration de l'image. Alors, c'est pas vrai partout, mais par exemple, on a été dans l'Essonne, et puis on a été aussi à Beauvais. D'un quartier à l'autre, on voit des endroits, police de proximité, en un an, transformation de l'image de la police. Autre quartier, non, ça change rien. Mais sur certains quartiers, y compris quartier Argentine, des quartiers difficiles à Beauvais, etc., on avait des améliorations. D'ailleurs, avec des types qui ont continué à faire de la proximité de manière clandestine après l'annonce Sarkozy. Mais ça n'empêchera pas les mêmes enjeux politiques de se déployer de la même façon. Absolument. La tentative d'utiliser le terme police de proximité déclenchera la même opposition de la part du Front National, évidemment, mais aussi des Républicains. C'est même pas sûr, parce qu'à l'époque où Sarkozy l'annule, je me rappelle de maires de droite, etc., qui disaient mais je comprends pas pourquoi il nous fait ça. Au niveau local, je te parle. Oui, au niveau des maires. National. Oui, au niveau national. Peut-être parce que un point, c'est qu'en fait, il y a quand même on revient sur la question des indicateurs, c'est que comme on est sur des indicateurs très pauvres, quand on fait une réforme comme ça, ce que montre quand même la plupart des études, c'est que ça n'a pas vraiment d'effet sur la délinquance. Ça a des effets sur la satisfaction des agents au travail, ça a des effets sur le sentiment d'insécurité, sur la délinquance, les études sont très mitigées. Or, on a des instruments de mesure qui ne permettent pas de prendre en compte cette dimension-là, puisque la satisfaction au travail des agents, on ne la mesure pas. Le sentiment d'insécurité, il faudrait que l'échantillon de l'enquête de légitimation soit plus gros. La confiance, on ne la mesure pas. La satisfaction des usagers, on ne la mesure pas. Donc, en fait, ce qui permet de dire qu'une politique comme ça a réussi, aujourd'hui, on le mesure trop peu. Et on se fonde sur la mauvaise mesure, qui est la mesure la plus basique, qui est celle de l'évolution de la délinquance. Qui, elle, dépend d'autres facteurs. Et des facteurs aussi qui sont maîtrisables par une partie des policiers. C'est-à-dire qu'ils peuvent bidouiller les chiffres, pour dire les choses clairement. Ça, c'est hyper connu. Enfin, bon, c'est là où, en plus, le mécanisme est même sa logique intrinsèque est complètement perverse. Parce qu'on n'a même pas un outil de mesure qui serait un contrôle externe des chiffres de la délinquance. Ça, ce serait intéressant. Et par contre, on ne le fait pas sur les contrôles d'identité. Parce que contrôle d'identité, à la limite, on peut savoir combien de gens étaient contrôlés dans une journée si on s'amuse à compter, etc. Quand on fait de l'observation et qu'on regarde, le nombre d'affaires qui émergent, etc., c'est d'une pauvreté. Alors là, pour le coup, si on faisait un calcul LOLF bête et méchant, heure fonctionnaire et retour sur investissement, en termes très bêtes, très précis, etc., c'est quand même d'une pauvreté. Il y a des commissariats où ils l'ont fait, ils arrivent à du 3%.
Je crois que l'IGPN avait fait aussi des choses là-dessus. Il y a un rapport, je ne l'ai pas lu, mais en France, on a une autre difficulté, c'est l'absence de communication au public et des documents qui permettraient d'améliorer la qualité du débat public. Donc si on paye pour faire des études qui sont ensuite qui ne sont pas rendues publiques, on progresse mal dans la sophistication des arguments. Par le biais de connaissances interposées, j'ai une élue locale de l'opposition d'une commune qui m'a dit oui, notre maire nous a dit qu'il y avait autant de délinquants dans tel quartier, etc. Mais comment je peux faire pour aller chez de la délinquance moi, je dis, je sais pas, il faut regarder s'il y a des données publiques sur Internet ou par ville. On n'a pas à la maille par ville d'analyse en ligne disponible. Et je lui ai dit, demande au commissaire du coin. Il va me les donner. Et donc là, elle a eu de la chance pour le coup, elle les a demandées, elle les a eues, quoi. Mais ce qui était assez étonnant, c'est que justement cet accès aux chiffres, ils avaient eu un débat au conseil municipal pour le coup sur la stratégie à mettre en œuvre au sein de la commune, sans rien, sans éléments, sans chiffres. Sur ce que raconte le maire qui est... Je sais pas si c'est vrai ou pas, quoi. Le niveau d'information qu'ont les élus locaux en France est quand même d'une très très grande faiblesse. Et c'est vrai que, prenons l'exemple, ça a été abordé dans le rapport récent là, sur la Seine-Saint-Denis, la question des effectifs. C'est quand même extrêmement étonnant que sur ça aussi, on ait aussi peu de transparence sur les données. Et là, c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Sébastien, il y a quand même un enjeu qui croise aussi ce qu'on disait sur la professionnalisation des élus. C'est-à-dire qu'en France, il y a une faible qualité du débat public sur ces questions de sécurité. Il y a aussi une faible professionnalisation des élus locaux et nationaux qui se spécialisent peu. On espère que ça changera avec vous. Aussi parce que la qualité des données est faible. Donc en fait, ça se prête beaucoup aux postures, puisqu'on a très peu de données à mobiliser. Donc on est sur un débat public extrêmement pauvre sur ces questions-là. Mais même, vous voyez, à l'IGPN, ils pensent, et pas les gens les plus bêtes, au contraire, qu'ils ont des informations. Parce qu'il n'y a pas d'idée de ce que peut être une analyse des données en France. Il n'y a pas de connaissance de ce à quoi peut aboutir l'analyse des données. C'est pas quelque chose qui est dans l'horizon mental des décideurs. Donc si on veut essayer de construire quelque chose positivement, il faut aller au niveau de la sensibilisation à la possibilité de connaître avec des informations de qualité. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut descendre le débat en France. Il ne faut pas du tout imaginer qu'on est en Grande-Bretagne. Il faut vraiment... C'est même difficile. On a un biais probablement côté chercheur parce qu'on passe notre temps à produire des données qualitatives ou quantitatives. Mais là, cette idée qu'on va les produire et les analyser, elle n'existe pas. Donc voilà, donc c'est comme ça. Et encore une fois, c'est pas du tout des gens sots, au contraire, plutôt des modernisateurs. Ils me disaient voilà, le rapport, on a maintenant des tableaux croisés. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant deux informations qu'ils peuvent mettre ensemble. Voilà. Mais avant, il n'y en avait pas. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avant, il n'y avait pas. Donc ils arrivent avec des efforts importants dont je ne me souviens pas, à produire ces informations. Par exemple, sur la ventilation, par exemple, des effectifs en fonction d'un critère. Par exemple, je sais pas quoi, la distance par rapport à la ville, ou j'en sais rien. Bon. Donc, et avant, il n'y avait pas. Donc pour eux, il y a un progrès. Mais on est très très loin des benchmarks et très loin de ce qu'on pourrait faire si, par exemple, on donnait à des économistes ou à des sociologues spécialistes de l'analyse géographique les volumes d'effectifs policiers, complètement rapprochés d'autres choses, par exemple au hasard la délinquance, la démographie, tout ce qu'on veut. Mais pour l'instant, on n'a pas cette possibilité-là. Il y a l'ouverture, disons, le gouvernement data, mais il faut donner les données brutes en fait aux gens pour qu'ils puissent, aux chercheurs, pour leur donner les bases d'information. Si on veut attirer des gens qui sont très bons et donc ils vont produire des analyses très bonnes, il faut leur donner les bases d'information. Ils ne vont pas faire les commentaires des tableaux produits par l'administration. Comme en économie, je veux dire. Il faut du brut. Voilà, si on prend des économistes stars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont produit une interprétation à partir des données qu'ils ont réactualisées. Ils ont obtenu les données et ils les ont analysées. Ils n'ont pas lu les rapports produits par les gouvernements. Donc c'est ça le modèle, c'est de dire, ok, on a ces données en France, on sait les produire, parce qu'on a l'INSEE, on a une tradition administrative, on a tout ça. Simplement aujourd'hui, l'idée que ça a de la valeur, elle a très bien atteint Google, etc., mais elle n'a pas encore touché le gouvernement. L'idée que les données ont de la valeur pour la qualité du service public, c'est pas une idée qui existe encore. Donc il faut la développer, l'arroser, la caresser. Et qui produit les données dans les commissariats, enfin qui traite les données.
Mais déjà, ouais, non, mais c'est des types, c'est le type, il peut plus être dans la rue, on va le mettre, il sait calculer. Enfin, là aussi, il n'y a pas de professionnalisation. C'est quand même un peu bizarre. Et du coup, sur la je ne sais pas si vous avez regardé les modifications qui étaient proposées dans le texte sur la procédure pénale, ou sur le débat qu'il peut y avoir sur la modification de la procédure pénale, entre les procédures d'oralisation, le fait de filmer plutôt que de faire des... Mais là, on peut en parler, mais PV c'est très long. Mais... Non, parce que sur le... Qui remplacerait le PV exhaustif. Bon, parce qu'il y a tous les effets de... ça, c'est les effets chaîne pénale entre police et... Mais ça renvoie, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça renvoie au rapport de force sur l'écriture de ce texte-là, d'ailleurs, comme sur la loi de Taubira, entre les deux ministères, parce qu'on dit que c'est le ministère de la Justice, mais on ne sait pas si c'est un... Ouais, bon, les voilà. policiers disent ça, ils s'en foutent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Oui, parce que même la loi de Taubira, j'ai confirmation qu'elle a été réécrite avant de passer à l'Assemblée par le ministère de l'Intérieur. Oui. On est d'accord. Non, mais c'est important aussi de le dire parce que les magistrats, on peut parler de droit. Oui, non, mais on peut parler de droit, de contrôle par les magistrats, etc. Très concrètement, il n'y a pas de contrôle de la magistrature sur la police. Et c'est d'autant plus intéressant quand on voit tous les reproches que font les policiers aux magistrats, alors que les magistrats, grosso modo, se sont mis au service de la police nationale. C'est notamment toute la mise en place des standards, etc. Où maintenant, alors, quand on voit ce qui se passe actuellement, les articles de loi, on a envie de dire qu'est-ce que ça va changer? Ben rien, c'est juste... Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant pour, on va dire 90% des affaires à peu près? C'est quoi? Coup de fil de l'OPJ, voilà, on a telle affaire, voilà, on a chronométré à Lille, ça c'est 8 minutes en moyenne, enfin non, 8 minutes maximum, pas en moyenne, 8 minutes, compte rendu du policier, décision du magistrat, orientation pénale vers telle ou telle filière. Bon, le magistrat, après c'est un autre magistrat qui reçoit la personne quand elle est déférée, donc on est sur 10% à peu près ou quelque chose comme ça, n'a pas lu le dossier parce qu'il arrive tout là, et il a 10 personnes à traiter vite fait, etc. Et donc, et il compte sur le fait du compte-rendu qui a été fait oralement par son prédécesseur dans la chaîne pénale pour traiter les choses. Troisième magistrat qui intervient, à Lille, je parle des gros tribunaux, celui qui est en audience, et il compte sur le travail de ses prédécesseurs. Qui a lu le dossier? Personne. Donc il faut voir que maintenant, le temps de lecture des dossiers, alors ça fait quand même, parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour faire des systèmes informatiques compatibles qui permettent aux magistrats d'avoir accès à l'intégralité en temps réel de la procédure, c'est fait notamment, la gendarmerie s'est engagée très tôt là-dessus, mais les magistrats n'ont pas le temps, concrètement le traitement en temps réel, vous leur demandez combien ils traitent d'affaires par jour, ils n'ont pas le temps matériel de lire les dossiers. Donc on est, effectivement, je veux dire, là on est sur de la rationalisation a posteriori de pratiques qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a d'autres articles qui sont un peu plus loin du champ politique, qui posent d'autres problèmes. On est en train de blanchir la pratique, en fait. Voilà, exactement. Ce qui arrive assez... Monjardin en parlait déjà dans les années 80. Il y a les pratiques policières et après, on vient donner un vernis juridique, leur donnant l'absolution pour les pratiques antérieures. Et là-dessus, on est complètement là-dessus. On est sur une justice qui est clairement au service de la police, avec un contrôle, là pour le coup, qui pourrait être plus réel, comme ça l'est dans certains pays, qui est totalement inexistant en France. Il n'y a plus de magistrats qui va contrôler comment ça se passe dans un commissariat, alors qu'ils ont l'obligation légale de le faire. De même que dans les prisons, les magistrats devraient avoir l'obligation de contrôler les prisons, ils ne le font pas. D'où la création d'une autre instance. Les magistrats, mais c'est intéressant parce que cette loi, il y a d'autres aspects sur notamment la réforme des assises, etc. Mais ça, c'est d'autres dimensions. C'est une loi de plus qui consacre l'abdication d'une partie des velléités de contrôle que pourra avoir la magistrature sur l'appareil policier. Et qui explique d'ailleurs la crise à l'intérieur aussi des parquets, avec des gens qui... grosso modo, le discours, c'est j'essaie de faire le maximum pour leur faire plaisir et en plus je me fais disputer parce qu'on dit que la justice est laxiste, etc. Alors que regardez, j'en ai mis 10 fois plus en prison, etc., etc. Là aussi, on a des chiffres intéressants en termes d'analyse, mais là, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Même les chiffres, quand ils sont connus, c'est pas du tout une critique de la production de savoir, c'est qu'il y a des choses qu'on sait. On prend
on prend le nombre de personnes en prison, la durée des peines à délit égal, on prend la sévérité des peines à délit égal, ça a été démontré sur, je sais pas, 10 ou 20 contentieux différents, on est dans une sévérité accrue de la justice, des peines qui sont... Et la police n'est pas du tout au courant de ça, enfin, ne veut pas le voir. Voilà, n'est pas au courant, ne veut pas être au courant. Voilà, donc, et sur l'efficacité réelle, je vais reprendre un exemple que je reprends souvent, contrôle d'identité, personne qui est sous contrôle judiciaire, qui n'a pas le droit d'être dans un lieu, qui n'a pas le droit de fréquenter une personne, donc qui est en attitude de délit pénal, dans 90-95% des cas, la police ne le sait pas, et même si elle le sait, elle n'agit pas là-dessus. Est-ce que c'est... Enfin, après, on peut éthiquement, moralement parler du contrôle d'identité, mais parlons de son efficacité intrinsèque. Il y a des gens qui sont sous contrôle judiciaire, mesure de justice avec sanction pénale à la clé, délit pénal, ils n'ont pas le droit d'être là, pas le droit de fréquenter telle ou telle personne, soit parce qu'ils sont en contrôle judiciaire, soit parce que dans les deux cas, il y a une décision de justice, mais les policiers s'en fichent. Même quand on leur transmet, ils s'en fichent. Un juge d'application... Tu vas faire référence à une étude particulière ou bien... Non, c'est des pratiques qu'il y a eu des tentatives de mettre en place. Bon, je n'ai pas eu le temps de creuser ça, c'est intéressant comme sujet systématique. Mais tu regardes dans les contrôles d'identité, tu en parles avec les policiers. Quand tu regardes, tu leur parles des contrôles d'identité, mais tu leur parles aussi de cette dimension. Oui, mais vous contrôlez les gens, pourquoi? Alors, on cherche des étrangers en situation irrégulière, on cherche des gens en trafic de stupes, machin. On est dans le rapport de force des casse-pieds habituels, on va leur montrer que la loi est de notre côté. Bon, ça a été très document. Mais il y a en plus cette dimension-là qui est mise de côté, la dimension judiciaire, autrement dit. J'ai vu avec les gendarmes, vous avez peut-être vu leur truc néo-gens, des pour la police. Bien sûr, ouais. En théorie, comme maintenant, quand ils font le contrôle d'identité, ils interrogent automatiquement les différents fichiers. Donc ça devrait s'afficher sur l'écran que le type est... Alors ça pose la dimension. Est-ce que pratiquement ils le font? Parce que quand on est à deux à contrôler, ou trois, bon... Les gendarmes, là, je sais pas, oui, non, mais il faudrait... L'observateur, il modifie aussi le contexte de... Non, mais a priori, il le faisait à chaque fois. Et en plus, le temps de réponse du téléphone... il marche. C'est comme envoyer un texto et d'attendre la réponse automatique. C'est juste ce que vous dites, mais c'est pas comme ça qu'il devrait le faire, en fait. Là, parce que là, ce serait découvrir quelqu'un qui n'est pas là où il devrait être, parce qu'on fait un contrôle d'identité pour d'autres raisons. Ça sera à minima une utilité. Non, mais je suis bien là-dessus, ça serait quand même l'utilité à minima du contrôle d'identité. C'est les étrangers en situation irrégulière n'ont rien à faire sur notre territoire, on les contrôle, on les attrape, on les sanctionne. Je ne parle pas de l'aspect éthique, etc. Mais des gens qui sont par la justice interdits dans des lieux, et ça représente, les sursis avec mise à l'épreuve, ça représente quand même, et les contrôles judiciaires, ça représente quand même du monde. Et quand on fait un contrôle judiciaire, c'est pas pour des petits délinquants de rien du tout, c'est quand même des types qui sont déjà un petit peu, sauf que c'est les manifestations. Mais bon. Et là, il y a cette... Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir, mais les gendarmes, c'est-à-dire pour faire des études sur la gendarmerie, c'est un peu compliqué, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, ils en ont plein en interne qui ne diffusent pas. Enfin, c'est assez intéressant, ils ont un service qui produit des études en interne, mais qui ne diffuse pas vers l'extérieur, et l'appel à la recherche, alors on fait des appels du pied, mais pour l'instant, c'est pas quand même le gros mouvement comme à l'époque, enfin, dans les années 90. Mais et donc là, enfin, ce qu'il faudra voir, c'est si dans la police, on va au moins faire ça. Parce que là, ça change la nature des... Parce que si on attrape quelqu'un, ça veut dire qu'on est obligé de le traiter judiciairement derrière, ou alors on se déjuge, et donc ça veut dire qu'on ne va pas faire ces contrôles rapport de force idiots. On retombe dans du légal. Donc ça peut avoir un effet bénéfique, mais bon, il faudra voir sur la pratique. Trop frais pour savoir, mais... Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que... Après, sur le texte, sur la loi, il y a plein de choses à dire, mais là, on est dans le train, je vais dire très rapidement, mais on continue à automatiser le traitement pénal des gens, quoi. C'est toutes les... Enfin, après, on peut faire article par article, mais il y a au moins une dizaine d'articles qui contreviennent aux droits de la défense tels qu'on pourrait les imaginer de manière un peu idéale, mais qui surtout donnent de moins en moins de possibilités d'analyse. On parlait d'analyse de réflexion aux magistrats. Hein, on est dans le traitement rapide, quasi automatisé. C'est clairement, à chaque fois qu'on parle de justice dans l'hémicycle ou ailleurs, avec le gouvernement ou leurs représentants de la majorité, à chaque fois c'est une question de flux. Oui. C'est tout, c'est comment on gère le flux. Voilà.
C'est pas une question de droit, c'est une question de flux. Oui, mais donc du coup, on en arrive aux pratiques qui sont déjà actuelles, qui est de déléguer certaines orientations pénales à des policiers. Ouais. C'est quand même... ça renforcer pose des tas de questions. Les OPJ dans leurs attributions. Oui, mais avec non. le tweet qui avait été supprimé du gouvernement, Ouais. ils étaient passé ce truc-là. Ils avaient dit, c'était combien 170 000 interpellations. Comment c'était bon, on va dire 170 000 interpellations et seulement 30 000 condamnations. Il faut renforcer le pouvoir des OPJ. Ils ont fait ce truc-là, ils l'ont retiré parce que ça fait un peu un tollé, quoi. Mais vous l'avez dit, Parce que soit il y a 170 000, donc s'il y a 170 000 versus 30 000, soit les magistrats font pas leur boulot, soit les policiers arrêtent trop de monde pour rien. Je veux dire, mais il y a un petit problème dans l'équation. Mais la solution trouvée justement par En Marche jusqu'alors, c'est de réduire l'office du juge. Bien On sûr, réduit l'office mais- pour dire, voilà, vous devez, dans cette situation, vous devez faire comme ça, dans cette situation, vous devez faire comme ça. On transfère des compétences pour contraindre l'office du juge à un manque Je d'analyse. suis d'accord avec vous, sauf que c'est pas un mouvement enclenché par En Marche, c'est un mouvement qui est bien plus antérieur. Non, On peut faire l'historique, mais par Oui, exemple, oui. vous avez Jacques Beaume qui fait le rapport, c'est le 3e ou 4e Oui, rapport oui. Jacques Beaume, et c'est toujours l'idéologie Jacques Beaume, qui est celle de Jean-Paul Jean, qui est celle de gens qui viennent d'ailleurs pour une partie d'entre eux du syndicat de la magistrature des années 90, qui ont voulu faire de la quantification pour revendiquer plus d'effectifs. L'idée c'était d'arriver, un juge peut traiter X affaires, si on en a X plus N%, il faut ajouter N% de temps de juge. Ça a été totalement inversé, mais ça date déjà de l'époque Guigou, ministre de la Justice. Ça a été totalement inversé à ce moment-là, et d'ailleurs ça a été transposé à l'hôpital par exactement la même équipe, Jean-Paul Jean, et Guigou, il y avait Vigourou, je crois aussi, qui sont allés au ministère de la Santé, et qui ont introduit les mêmes outils gestionnaires, c'est intéressant d'en discuter avec et qui sont, justement, on passe à la question du traitement par les flux. Et le magistrat, il a le temps, il n'a pas le temps de décider. Ce qui compte, c'est qu'il donne une réponse. Là aussi, on a des objectifs intéressants. Normalement, est-ce que la fonction, l'éthos d'un magistrat est de... C'est quoi? C'est de juger, de prendre la bonne décision, de la bonne orientation, etc. Ce n'est plus ça du tout. Un procureur, même maintenant, le droit... Enfin, d'ailleurs, parce qu'on a fait des entretiens sur la contrainte pénale avec des profs de droit, ils ne connaissent pas bien le droit, les procureurs. Et bon voilà, non mais on en arrive là, et de dire... Ça évolue tellement souvent que comme il ne faut pas non plus de formation continue... Si, la formation continue pour les magistrats est bien mieux organisée que pour la police. Ouais. Ah oui, ça n'a rien à voir. La formation continue, elle est obligatoire. L'école de la magistrature... Le passage de grade ou des choses comme ça. Et même les changements de fonction, parce que des fois, il y en a, ils changent de fonction. Très organisé. Ouais, Non, ouais. c'est très organisé. Et l'école de la magistrature, honnêtement, les programmes, enfin après on peut toujours critiquer, mais il y a une gamme dans les programmes de l'école de la magistrature qui sont vraiment, c'est vraiment pas trop mal foutu pour le coup, pour un ministère qui est infiniment plus pauvre ou moins riche que le ministère de l'Intérieur. Que ce soit la recherche, d'ailleurs, il y a un modèle, parce que le GIP Justice, qui est une création CNRS, ministère de la Justice, qui avec des crédits très faibles a réussi à faire travailler un certain nombre d'équipes de chercheurs sur des questions qui intéressent le ministère de la Justice. Le rapport coût-efficacité, quand même, c'est un modèle à suivre par rapport à tout l'argent qui est mis dans des tas de trucs, plus ou moins, toutes les structures que Sébastien a évoquées. Ça coûte très cher. Le chémi coûte extrêmement cher. Et quand vous proposez un projet de recherche au chémi, ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Malheureusement, ça a d'autres désavantages. Des fois, c'est un autre avantage. Non, mais d'accord. On écrit, mais là, ça nous... Non, mais je pas dit que j'écrivais bien. C'est qu'on écrit. On écrit des trucs simples et les types nous disent, c'est par exemple, on va faire une évaluation, on dit on va regarder des commissariats, on va comparer des commissariats de la ville de Paris avec le budget que vous nous donnez. Ah ben non, ça sera plus intéressant de prendre un commissariat parisien puis une brigade de gendarmerie de l'Aisne. Et je dis, mais non les gars, c'est pas ça. Bon, et c'est de dire que, voilà. Et... Sur l'aspect des contraintes financières, je trouve que ça c'est comme aussi intéressant de suivre l'évolution des budgets un peu sur le moyen terme du ministère de l'Intérieur, des coûts en personnel, des effectifs, parce qu'on a toujours une position des syndicats qui est logique, qui est de revendiquer une augmentation du nombre d'agents, mais sur le coût total du ministère de l'Intérieur avec ses deux principales composantes, avec 20 ans ou 30 ans, je crois qu'il y a quelque chose à apprendre de la perspective temporelle. De regarder les volumes d'argent et les volumes d'argent, les coûts totaux et de les rapporter à tout ce qu'on veut prendre comme mesure d'efficacité. Parce que je pense qu'on ne la verrait pas.
Hein, on ne verrait pas l'efficience. C'est-à-dire qu'on ne verrait pas que l'argent qu'on a mis dans le système, on peut facilement dire qu'il sert à quelque chose. Et ça devrait normalement faciliter l'interrogation en posant la question est-ce qu'on a bien alloué, est-ce qu'on ne peut pas allouer autrement. Il faudrait bien qu'il y ait des raisons de faire différemment. C'est-à-dire si on imagine qu'on veut faire différemment, il faut trouver des raisons. Et une des raisons, c'est quand même aussi cette contrainte financière. C'est-à-dire est-ce qu'on utilise bien l'argent. Donc là, je ne vois pas tellement de traitement peut-être à part la Cour des comptes sur les budgets, les coûts des agents. Moi, je pense que les policiers sont beaucoup mieux payés par rapport au reste de la fonction publique aujourd'hui qu'en 1982. Donc on a quand même un discours, et qui à Paris d'ailleurs n'est pas complètement faux, un discours un peu misérabiliste, mais à Paris, ça ne doit pas être faux vu le prix des loyers, moi je n'y habite pas, mais dans le reste de la France, je pense qu'il y a une décorrélation entre l'ensemble des revenus. Donc c'est intéressant aussi, si on veut être juste et équitable dans l'allocation des moyens, voilà, de regarder ces éléments. Mais moi je l'ai vu en regardant, en comparant la grille indiciaire des surveillants de prison et des gardiens de la paix. Ils ont, les gardiens de la paix ont 250 € en plus par mois. La progression de carrière est plus rapide. Ouais. En plus. Non, parce que là, on comprend très vite pourquoi les surveillants de prison le concours, on passe le concours gardien de la paix ou policier municipal tous les ans, et dès qu'ils l'ont, ils se cassent. C'est pour ça que la pénitentiaire répond plus rapidement que les autres au concours, les autres concours, parce qu'ils ont intégré ça dans leur structuration. Mais juste un point, parce on peut que pas faire comme s'il n'y avait pas de contrainte financière. Je veux dire, par non, rapport mais à la attends, discussion, mais c'est pas une critique de vous, mais je veux dire, c'est vrai que ça existe. Donc est-ce qu'on peut en faire un levier? Mais c'est vrai que ça existe. C'est vrai que le rôle des magistrats, personne ne l'avait pensé de façon substantielle comme ça. Non, mais il y a une pression qui est liée au fait bien que... d'accord, voilà. Mais la question n'est pas qui... La question, et on pourra en parler, nous on a travaillé sur la contrainte pénale, la loi Taubira, etc., qui pose une question intéressante, c'est que on parle des flux, mais est-ce qu'on parle du nombre de personnes qui repassent plusieurs fois dans la justice? On l'a identifié, enfin c'est identifié depuis toujours, alors ça s'appelle noyau dur, machin, c'est bon, plus ou moins fantasmé, on réalisait. Mais on a fait des études, on a pu montrer qu'on a un noyau alors sur les délinquants, sur la petite, vraiment micro-délinquance, ça correspond aussi un peu à tes travaux de délinquance autodéclarée. Il y a quand même tout converge pour dire qu'il y a quand même un groupe de gens qui commettent l'essentiel des délits. Petits délits, etc. Bon, ces gens-là, et c'est ceux-là qui identifient la contrainte pénale, ils vont passer 10, 15, 20, 30 fois dans les mailles alors, de la police puis de la justice. Alors, c'est vrai que les policiers peuvent être agacés de revoir les mêmes gens. La justice, alors parfois, il y a un magistrat, par hasard, reconnaît des gens parce que le temps que le casier judiciaire, patati. Bon, mais c'est le problème, c'est ces gens-là. C'est jusqu'à quand alors, quand on fait des récits de vie, parce qu'avec la désistance, etc., on commence à regarder les carrières délinquantes, etc., il faut arriver à ce que le gars soit condamné à plus de 3-4 ans de prison pour qu'il arrive dans un établissement pour peine où on commence à prendre en compte un peu les problématiques. Se dire, ah bah oui, ce gars-là, il est alcoolique et machin, donc peut-être si on le sanctionne, ça ne marchera pas. C'est pas un discours contre la sanction, mais la sanction contre un type qui ne perçoit pas le sens de la sanction, ça sert à rien, on est bien d'accord. Voilà, et puis alors, en termes de chiffres, parce qu'il y a quand même des chiffres, procès-verbaux reçus en 2016 par les tribunaux, 4 662 000, donc reçus par police et gendarmerie, dont auteur inconnu, 2 704 000. Donc 58%. Donc comment on peut espérer que la justice traite des affaires si plus de la moitié des affaires sont auteurs inconnus? Déjà, elle ne peut pas traiter tout, mais il y a quand même ça. On transmet à la justice, c'est pour ça on parlait tout à l'heure d'évaluation. On transmet des auteurs, Alors, et là, on est auteur inconnu. Ça veut dire que les autres, il y a aussi des auteurs que c'est bricolé, que c'est pas bien fait, etc. Il y a la technique de la etc. Donc, on est quand même Même avec les chiffres existants, on a du mal à faire prendre conscience d'une certaine réalité. Ça me semble complet.